Il est plus qu'urgent pour la diaspora africaine de rentrer chez elle, prendre sa place et contribuer à développer le continent africain. C'est une conviction forte qui se dégage dans l'émission que vous allez suivre tout de suite parce qu'aujourd'hui, je reçois un invité exceptionnel qui vient nous parler de son parcours, mais surtout avec le cœur, pour nous expliquer pourquoi, d'après lui, la diaspora africaine perd énormément en ne rentrant pas dans leur pays d'origine. Ils ont un rôle à jouer, ils ont une place qui est la leur, qu'ils doivent prendre. Et en réalité, ils ne le savent peut-être pas encore, mais ce qu'ils vont faire en Afrique est infiniment supérieur à tout ce qu'ils peuvent obtenir de l'Occident. C'est une prise de parole un peu rare. Ce sont des opinions qui ne sont pas démocratisées, parce que la plupart du temps, malheureusement, on a le sentiment que l'Occident, c'est l'Eldorado, à tel point qu'on oublie tout ce que l'on peut bâtir comme beau profil chez nous. Et il est bien placé pour en parler, parce que une fois son diplôme obtenu, il a décidé de retourner en Afrique avec son épouse pour se bâtir sur place. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça lui a réussi. Mais il pense qu'il n'est pas une exception et que ce genre de choses, de parcours, peuvent encore continuer de s'écrire aujourd'hui. Nous allons discuter avec M. Régis Fassia, qui est un Béninois très fier de l'être. Vous allez le ressentir aussi. Et avec lui, nous allons parler de retour en Afrique. Je suis très heureux qu'il ait accepté de trouver du temps pour pouvoir parler avec nous de son parcours, mais aussi qu'il ait accepté d'être avec nous à Back to Africa cette année au Palais des Congrès à Paris les 11 et 12 octobre pour ce qu'on appelle désormais l'événement de l'année, pour ceux qui aiment l'Afrique, qui sont passionnés d'Afrique et qui pensent que c'est ici que l'avenir du monde va se jouer. Donc, si vous voulez venir apprendre de Régis, vous aussi, dans la barre de description, la billetterie est désormais ouverte et vous pouvez réserver vos places en présentiel, mais aussi en distanciel, parce que l'événement est filmé en direct et vous pouvez le suivre de partout dans le monde entier. Vous ne voulez pas rater cet événement, vous ne voulez pas qu'on vous le raconte. Il y a des événements et des rencontres qui changent une vie, et j'espère que ce carrefour-là sera le déclic dont vous avez peut-être besoin. Dans tous les cas, je vous invite à vous poser, je ne sais pas ce que vous faites, mais posez-vous pour l'heure qui va suivre, parce que le contenu qui va suivre est intense et demande toute votre attention. Let's go! Bonjour Régis. Bonjour. Comment tu vas? Très bien. Et toi-même? Ça va très bien. Le Bénin? Ça se passe très bien. Très bien. Très content d'être là et de te recevoir. Généralement, lorsque les gens viennent au Bénin, ils sont extrêmement contents parce qu'ils découvrent une dynamique sans précédent. Sans précédent, carrément. Ah oui, bien sûr. Je ne veux pas m'émouvoir de ne pas être modeste là-dessus. D'accord. Est-ce que tu peux juste commencer par te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Alors, je suis Régis Fassia, je suis le chauffeur-livreur national et j'ai déployé mon activité au-delà du Bénin. Je me suis installé ensuite au Togo, ensuite au Burkina Faso, ensuite au Sénégal, ensuite en Côte d'Ivoire et ensuite au Niger. Et nous avons un hub dans la zone fret de Roissy. Donc, on est vraiment dans la logistique au niveau domestique, au niveau international. Et puis, au-delà de cela, j'ai créé une entreprise qui s'appelle Top Food, qui fait de la nourriture, je dirais, dans la plupart des entreprises du Bénin. Et puis, il y a quelques années encore, pendant près de 5 ou 6 ans, on a développé avec des partenariats français le transport d'organes humains entre la France et les hôpitaux dans le monde entier. Et véritablement, la logistique est notre cœur de métier. Et accessoirement, je suis le premier vice-président du patronat du Bénin. Et en tant que patronat du Bénin, c'est ma façon de contribuer vraiment au développement du secteur privé de mon pays. Voilà un peu ce que je fais. Et puis depuis 6 mois, eh bien, j'ai été nommé consul honoraire du Vietnam près du Bénin, étant donné que c'est un pays extrêmement performant dans le domaine agricole et dans le domaine tout ce qui est digital et numérique. Eh bien, le Bénin a choisi de faire des partenariats de très très haut niveau avec le Vietnam. Et puis, j'ai été choisi pour être le consul honoraire du Vietnam près du Bénin. Mais ça, je ne comprends pas ça. Pourquoi les Vietnamiens, parce qu'il n'y a pas que le Vietnam qui fait ça. Beaucoup de pays asiatiques font ça. L'Indonésie, ainsi de suite. Pourquoi il n'y a pas un Vietnamien qui peut venir être consul? Pourquoi c'est un Béninois qui est consul? Il faudra demander ça à l'État vietnamien. Dans tous les cas, moi, j'ai été contacté, on m'a proposé, le chef de l'État du Bénin a accepté.
Et puis c'est comme ça, effectivement, que l'exéquatur a été signé et puis je suis devenu le consul. Mais pour être consul honoraire, on n'est pas tenu d'être de la nationalité, bien au contraire. Mais c'est vrai que effectivement, c'est un pays qui mérite d'être connu, qui mérite d'être promu, Tout à fait. et le Bénin aussi. Et donc, par rapport à cela, eh bien, on essaie de créer des synergies entre des hommes d'affaires vietnamiens et béninois. Très bien. Très belle présentation, assez longue. Mais ça m'a un peu intrigué quand tu as parlé des transports d'organes. Je pense que les spectateurs aussi ont dû se dire quoi? Qu'est-ce qui transporte les organes? Alors, en fait, vous savez, je suis resté pendant 6 ans en partenariat avec une entreprise qui s'appelle Transporteo, c'est une entreprise française qui est dans la logistique médicale. Et la plupart de l'activité se faisait au Bénin. La plateforme était au Bénin. Donc, c'est à partir du Bénin qu'on organisait le transfert et le transport de tout ce qui est organes, de tout ce qui est greffon, tout ce qui est utilisé pour faire des opérations D'où vers où? chirurgicales. Alors, ça, le donneur d'ordre, c'était Santé publique France, donc c'est l'organe de régulateur, tout ce qui est santé en France. Et tout cela était récupéré dans le monde entier, en Israël, aux États-Unis, en Allemagne, en Suisse, un peu partout, vers les hôpitaux français. Donc, ça a été une activité qu'on a menée pendant 5 ou 6 ans à peu près. Et puis, effectivement, c'était une très, très belle expérience parce qu'on a eu le sentiment, même la certitude, que dans nos activités, on avait le bonheur et la joie de sauver des vies. Donc, je pense que c'est extrêmement important parce que lorsque vous transportez, je dirais, un greffon pour une transplantation et que quelque temps après, on vous dit qu'effectivement, le bébé a été sauvé, eh bien, vous avez le sentiment d'avoir servi à quelque chose. Et je pense que la logistique aussi, c'est ça. C'est vraiment se rendre utile par rapport à son activité. Alors, lorsque je parle de logistique, il y a deux volets. Il y a le volet domestique et il y a aussi le volet international. Pendant longtemps, j'ai été l'opérateur dédié de FedEx, de Chronopost, d'ailleurs, je le suis toujours. Et dans le volet international, nos concurrents sur la place, c'est DHL. Donc aujourd'hui, lorsque je parle de logistique, c'est aussi bien le domestique, donc tout ce qui est intérieur pays, et tout ce qui est international, au départ des pays où on est installé vers le monde entier. Parce que lorsqu'on parle de top chrono, les gens ont tendance à penser que nous ne sommes orientés que sur le domestique, alors qu'aujourd'hui, notre activité est beaucoup plus axée sur l'international. Sans compter le fait que nous avons aussi véritablement développé un axe qui consiste à desservir les pays africains entre eux. Parce que, vous savez, lorsque vous me demandez de vous livrer un colis entre Paris et Abidjan, c'est beaucoup plus compliqué que lorsque vous me demandez un colis entre Cotonou et Washington. Parce que, effectivement, les desserts sont de plus en plus difficiles. Et aujourd'hui, on est en train de mettre en place tout un ensemble, je dirais, de mécanismes qui permettent de faciliter le transport express d'un certain nombre de colis entre les pays africains, ce qui n'avait pas été le cas depuis de très très longues années. Mais là encore, il faut, de mon point de vue, une volonté politique. Très bien, Régis. Je voudrais quand même qu'on revienne un peu sur ton parcours avant d'aborder un thème qui t'est vraiment cher, celui du retour des diasporas africaines pour contribuer au développement de leurs économies. Je voulais justement qu'on s'intéresse à ton parcours. Tu es né, tu as grandi au Bénin. Alors, je suis né au Bénin. Alors, tu me donnes quel âge, en fait? Moi? Oui. C'est compliqué comme question. Je sais pas, fin de cinquantaine, début de Alors, soixantaine. j'ai un début de soixantaine, effectivement. Je suis en 65. Et je suis allé en France pour faire mes études supérieures. J'ai fait l'école de commerce de Grenoble. Maintenant, ça s'appelle l'EM Grenoble. Et après mon cursus d'école de commerce, on avait le choix dans les entreprises différentes françaises. Et à l'époque, de mon temps, les entreprises qui nous intéressaient, on les appelait les Big Eight. Il y a Arthur Andersen, KPMG, Deloitte, tout ça. Et puis, c'était vraiment le grand challenge d'être embauché dans ces entreprises-là. Et je me rappelle, quand j'ai fini mes études, j'ai eu la chance de trouver un travail qui me plaisait, qui semblait intéressant. Et puis, j'ai monté mon contrat à celui qui est devenu mon beau-père, qui s'appelle Guy Poyon. Et lorsque je lui ai montré mon contrat, très fier de pouvoir travailler en France, il m'a dit, ben, tu sais, c'est en Afrique qu'on gagne l'argent pour le dépenser en France. Alors, si tu as envie vraiment de réussir ta vie, pas dans la vie, mais ta vie, eh bien, je te conseille de rentrer en Afrique. En tout cas, en ce qui me concerne,
tu sors avec ma fille, moi, je n'ai pas l'intention de favoriser son implantation, son installation en France. Je conçois et admets qu'à la fin de ses études, elle va partir, va retourner au Bénin. Eh bien, je pense que ça a été le déclic qui m'a C'était emmené. un Béninois. Ah oui, bien sûr, M. Pognon, c'était un Béninois. C'était un Donc, Béninois, Pognon, ça pur peut être sang. français. Non, non, c'était un Béninois. Et c'est vrai que cette sensibilisation a été pour moi le déclic. Et s'il y a une Très tôt dans chose, ta carrière. ah ben très très tôt, j'avais quoi? Je finissais mes études, j'avais 25, 26 ans, je ne sais plus. Et je crois que après cette réflexion de Guy Pognon, je n'ai pas fait un mois en France. Ah oui, Ah bah oui, vous savez, après quand on fait les écoles de commerce, c'est très facile de trouver du travail. C'est pour ça que c'est extrêmement important la formation. Et je dis toujours aux jeunes de ne pas banaliser la formation. On n'a rien inventé de mieux que les études, non seulement pour relever les niveaux sociaux, mais aussi pour vous donner beaucoup d'ouverture. Et je crois que une fois que j'ai émis ou admis l'idée de partir au Bénin, tout de suite, beaucoup de portes m'étaient ouvertes. Donc, à l'époque, il y avait une entreprise américaine qui s'appelait Wang Laboratories. Je pense que vous êtes un peu jeune pour connaître cette entreprise. En tout cas, de notre temps, c'était une très, très grosse boîte informatique qui cherchait un directeur commercial sur le Bénin, la Côte d'Ivoire. Et puis, un chasseur de tête m'a contacté. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé directeur commercial de Wang pour le Bénin et le Togo. Et je crois la Côte d'Ivoire aussi, en tout cas pour le Bénin et le Togo. Donc, c'est comme ça que je suis venu au Bénin. Et puis, j'étais très content d'être là. C'est vrai que le salaire ne suivait pas, mais la chance que j'avais eue, contrairement à beaucoup d'autres, c'est que je n'avais pas un crédit derrière. Je veux dire, mes études ont été payées sans que je n'ai eu besoin de faire des crédits, ce qui est une chance assez exceptionnelle, je le reconnais, je l'admets. Donc, je me contentais de mon petit salaire et mon épouse, qui est devenue entre-temps mon épouse, ingénieure en informatique, et elle aussi, elle avait eu un travail. Et bien, ensemble, on essayait d'avancer. Mais j'étais exigeant. J'avais des exigences qui étaient très claires dans ma tête. Je ne voulais pas habiter n'importe où. C'était très clair pour moi. Je me rappelle à l'époque, mes parents m'avaient trouvé un logement dans un quartier un peu populaire. J'ai rien absolument contre les quartiers populaires. Mais j'ai dit à mon père que je ne vais pas habiter là, que je n'ai pas du tout envie d'être dans un environnement qui aime tirer vers le bas. Donc, naturellement, je me suis retrouvé dans un quartier résidentiel qu'on appelle la Patte d'Oie. Et puis, mes voisins, c'était des gens d'une CSP assez particulière. Et lorsque j'ai voulu créer mon entreprise, eh bien, l'un de mes voisins était le directeur général d'une banque de l'époque. C'est pour cela que je vous dis, il faut faire des choix très, très précis. J'avais fait le choix de ne pas habiter n'importe où et j'en ai tiré un bénéfice parce que euh, lorsque j'ai conçu mon business plan moi-même, parce que j'ai fait une école de commerce, je n'ai pas eu besoin de consultants et d'experts pour concevoir mon business plan, je l'ai fait moi-même. Et j'en ai parlé à mon voisin qui s'appelait Rizwan Haider, c'était le patron de la Financial Bank à l'époque. Il m'a dit, écoute, moi je pense que c'est une très bonne idée. Je n'ai pas d'argent à te donner, mais tu peux être sûr que non seulement je serai ton client, mais en plus, je vais te propulser jusqu'à ce que ça se développe. Et c'est ce qui a été fait. Et puis, évidemment, les banques n'ont pas cru à mon projet. Et vous savez, j'ai toujours constamment besoin de dire que les banques aussi ont un rôle fondamental à jouer pour permettre aux jeunes de véritablement jouer aussi le rôle d'entrepreneur. Et dans le cas d'espèce, c'est ma sœur, Carole, qui m'a offert gracieusement 20 000 francs français. C'était l'époque du franc. Ça fait 3 000 euros à l'époque. Et c'est avec ces 3 000 euros que j'ai créé Top Chrono. C'est pour vous dire que lorsqu'on veut créer une entreprise, l'idée et avoir foi en l'idée est beaucoup plus important que les ressources. Évidemment, aujourd'hui, je suis quand même très fier de dire que Top Chrono, que vous connaissez tous au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Togo, partout au Niger, eh bien, ça a été créé avec une ressource financière de 20 000 francs français, 3 000 euros, 2 millions de francs CFA. Voilà un peu comment l'histoire de Top Chrono a débuté. excellent. Et aujourd'hui, c'est devenu un leader dans le domaine, dans les domaines notamment De de logistique. la logistique. C'est quand même assez intéressant, ton mindset à l'époque, parce que quand ton beau-père te suggère de rentrer en Afrique, tu n'as pas encore un plan. Tu ne sais pas encore ce que tu vas faire. Tu ne sais pas encore quelle est la boîte que tu vas lancer. Tu vas juste en réalité dans un marché. Et une fois sur place, tu finis par voir ce que tu peux faire et tu te lances là-dedans. C'est intéressant pourquoi je dis ça, parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui, justement,
ont le sentiment que ils ne peuvent pas rentrer parce qu'ils vont te dire, mais je rentre faire quoi? Toi, est-ce que tu avais la réponse à cette question quand tu quittais la France? Alors, je vais être très clair. Mais ça aurait été très facile si on savait ce qu'on irait faire. Autrement, tout le monde serait rentré. Le principe même de devoir rentrer, c'est de prendre le risque de l'aventure, par définition. Et vous savez, il y a deux choses que je savais. Je savais ce que je voulais faire, je savais ce que je ne voulais pas faire. Je savais que je voulais faire de l'entrepreneuriat. Mais quel entrepreneuriat, je ne savais pas. Je savais que je ne ferais jamais de la politique, comme je vous l'ai dit hier, ni en parole, ni en pensée, ni par action, ni même pas par omission. Pour moi, c'était très clair. Jamais de politique et toujours de l'entrepreneuriat. Dès lors que je savais avec précision ce que je ne voulais pas faire et que je savais aussi ce que je voulais faire, c'était un peu plus facile. Et il y a ce qu'on appelle les concours de circonstances. Alors, permettez-moi de vous raconter la petite histoire. Vous savez, quand j'étais directeur commercial chez Wang, j'étais mitoyen à l'UNICEF. Et l'UNICEF avait des chauffeurs, des 4x4, pour distribuer le courrier. Et puis un jour, j'étais avec un des patrons de l'UNICEF, il s'appelle Coty, et puis Virgile Oussou s'appelait, c'était le directeur de l'approvisionnement à l'époque de l'UNICEF. Et puis un des chauffeurs a omis de distribuer un courrier qui était urgent. Il a laissé dans son bureau et puis c'est resté longtemps dans la voiture. Donc j'ai assisté à l'engueulade de ce chauffeur à l'UNICEF. Et là, j'ai eu le déclic, je me suis dit, mais attendez, lorsque vous mettez autant d'argent, des voitures qui vont distribuer le courrier, en plus des chauffeurs qui n'arrivent même pas à respecter les engagements, moi je trouve que c'est quand même une perte de temps, une perte d'énergie, une perte d'argent. Et c'est comme ça que l'idée de créer une entreprise de courrier express m'est venue. C'était un déclic dans un concours de circonstances où j'ai assisté à une scène d'un employé, d'un chauffeur, d'un organisme qui s'appelle l'UNICEF. Je le dis parce que je reste très factuel. Et c'est comme ça que j'ai conçu le business plan. Mais une fois que vous le concevez, le business plan, il n'y a personne qui vous soutient. C'est ça aussi le drame de l'Afrique. Et c'est ce qu'il faut que les jeunes comprennent. Nos parents ne sont pas formatés pour admettre que nous soyons des entrepreneurs. Pour eux, une fois qu'on a fini nos études, il faut trouver les moyens d'être embauché quelque part. C'est ce que nos parents ont tracé pour nous comme destin. Ce qui veut dire que lorsque vous prenez le risque d'aller dire à vos parents que vous voulez être entrepreneur, naturellement, pour eux, c'est une aberration totale. Et je me rappelle, c'est ce qui s'est passé. Lorsque je cherchais des ressources et que je suis allé voir même mon beau-père, qui à l'époque me conseillait de rentrer, quand je lui ai parlé de mon projet, il m'a dit, écoute, c'est complètement superficiel ton histoire. Et lorsque j'en ai parlé à ma mère, parce que je savais très bien que ma mère, c'est quelqu'un qui économise beaucoup, qui a toujours un peu de la ressource, j'avais besoin qu'elle me donne 5 millions de francs CFA. Elle n'était pas du tout au-dessus de ça. Elle en avait la possibilité, mais elle a refusé. Elle a été catégorique. Et à l'époque, il y avait le patron d'une banque, la BOA en l'occurrence, et moi, je cite les noms parce que ça fait 30 ans, donc il y a prescription. Alors, Monsieur de Romo, qui était le directeur général de la BOA à l'époque, a été très séduit par mon projet. Il m'a dit, écoute, moi, je n'ai pas l'habitude de financer ce genre de choses, j'y crois pas. En revanche, je peux accepter que tu sois prestataire de la banque. J'ai dit, mais prêtez-moi au moins 1 million. Il m'a dit, non, je ne veux pas financer quelque chose que je ne comprends pas. Je n'ai pas de visibilité par rapport à ce projet. Et lorsque je suis descendu de son bureau, je suis allé voir un chargé de compte, il s'appelle Patrick Saïzonou, il était directeur adjoint de je ne sais pas quoi de la BOA. Et je lui ai dit, écoute, la BOA a refusé de me prêter 2-3 millions. Et ce monsieur Patrick, eh bien, il a sorti son tiroir, il a sorti son chéquier et il m'a offert 400 000 francs CFA. Ça a été le deuxième montant que j'ai reçu. 3 000 euros, enfin 20 000 francs français de ma sœur et 400 000 francs de Patrick Saïzonou. Et c'est comme ça que j'ai créé mon entreprise. Et évidemment, quand vous créez votre entreprise, c'est difficile. Il n'y a personne qui vous croit. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que la plupart de mes amis commençaient à me fuir parce que je n'étais plus crédible du point de vue social, je n'étais plus quelqu'un de fréquentable, à tel point que ma mère, dans sa bienveillance, est allée voir mon ancien employeur pour lui dire que je suis un irresponsable de bien vouloir me reprendre. Et c'est là que mon employeur m'a appelé pour me dire, écoutez Régis, vraiment votre maman, vous devez lui dire merci. Elle est venue me voir pour que je vous reprenne, vous recommencerez le travail lundi. Je dis, ben non monsieur, j'ai donné ma démission, je ne reviens pas. Et c'est pour vous dire que
C'est extrêmement difficile. Le seul soutien que j'avais, c'était mon épouse. C'était la seule personne, je dis bien la seule personne qui croyait en mon projet. Et on s'est battu, on a été résilient. Et puis finalement, je pense que l'histoire nous a donné raison. C'est pour cela que, vous savez, lorsque les gens me conseillent d'écrire sur Top Chrono et que personnellement, j'y émets des réserves, je pense que c'est important que les jeunes comprennent que non seulement il y a des choses à faire dans leur pays en général, mais en plus, il faut qu'ils soient résilients lorsqu'ils acceptent d'être entrepreneurs. Vous savez, ne vous y trompez pas, hein. Aucun employeur ne fera de vous des gens aisés. Jamais. Jamais. Dès lors que vous rentrez dans une posture de quelqu'un qui attend la fin du mois pour avoir un salaire, eh bien, ça veut dire que vous vous enlisez dans ce que j'appelle une dépendance totale permanente. Mais en même temps, lorsque vous prenez le risque de l'entrepreneuriat, non seulement vous exercez quelque chose de passionnant, mais en plus, vous pouvez faire des rêves et réaliser des choses aussi bien sur le plan financier. Mais attention, il ne faut pas que l'objectif soit d'abord financier. Moi, je n'ai pas créé Top Chrono parce que je voulais gagner de l'argent. J'ai créé Top Chrono parce que j'avais envie d'être un entrepreneur. Depuis étudiant, je voulais faire de l'entrepreneuriat. Donc, c'est la vocation et la foi en mon idée qui a suscité mon engouement. Ce n'est pas du tout le but de chercher de l'argent. Mais encore que, l'argent, il n'est pas mauvais de chercher de l'argent. Je ne suis pas un philanthrope. Donc, l'objectif aussi, c'est quand même de générer de la trésorerie et de pouvoir vivre aisément. Et si aujourd'hui, je fais le bilan de ma vie, je ne suis pas certain que j'aurais réalisé tout ce que j'ai fait dans ma vie si j'étais resté en France. C'est pour cela que lorsque je vois mes enfants, je vois d'autres personnes s'enraciner sur la France, ça me fait de la peine parce que je me dis, ils ne savent pas ce qu'ils ratent en ne rentrant pas dans leur pays. Il rate quoi, Régis? Parce qu'on pourrait se dire, oui, mais c'est ce qui revient. Toi, tu as eu de la chance. Non, j'ai pas eu de la chance. C'est pas de la chance. Je suis désolé. Vous savez, la chance, c'est quoi? C'est quand quelque chose vous tombe dessus comme ça par hasard sans que vous ne vous y attendez. C'est ça la chance. Non, je suis désolé. Il faut appeler les choses par leur nom. J'ai pris un risque. J'ai été résilient. J'ai travaillé. Vous savez, lorsque j'ai créé Top Chrono, la première chose que j'ai instaurée, c'est des procédures. J'ai dit à mes collaborateurs, la qualité, c'est écrire ce qu'on doit faire et faire ce qu'on a écrit. Lorsque dans une entreprise, il n'y a pas un manuel de procédure, ce n'est pas une entreprise. Et j'ai eu la chance, ayant fait une école de commerce, en l'occurrence celle de Grenoble, la Chambre de commerce de Grenoble a mandaté des experts pour venir auditer, certifier mon entreprise. Donc très très vite, j'ai eu la certification et j'ai mis en place des procédures avec la Chambre de commerce de Grenoble, parce que je suis un ancien étudiant de Grenoble. Et ça a fait que tout le monde savait ce qu'il devait faire dans l'entreprise. Même l'agent d'entretien qui devait balayer, les procédures étaient écrites. Et jusqu'aujourd'hui, à Top Chrono, les procédures existent à tous les niveaux. On ne fait absolument rien au hasard. Et dès lors que vous respectez cette notion de la qualité, c'est écrire ce qu'on doit faire et faire ce qu'on a écrit, je pense que les choses sont beaucoup plus faciles. Il ne faut pas faire de l'à peu près, il ne faut pas improviser, il faut être structuré, il faut être organisé. Et ça, je le dirai toujours aux jeunes. Donc, l'idée de penser que c'est de la chance qui détermine votre choix de rentrer, non. C'est la foi en ce que vous avez envie de faire. Et puis, excusez-moi, aujourd'hui, si les jeunes se respectent, ils n'auront rien à faire en France. Moi, je n'ai pas envie qu'on dise de moi que je suis un intégré. Je ne veux pas que quelqu'un dise que je suis intégré. Intégré par rapport à quoi? À sa civilisation à lui? Qui a dit que la mienne est moins bien que la sienne? Il y a des mots que je recuse. Intégration, assimilation, ce n'est pas pour moi. Je considère que moi aussi, j'ai une culture, j'ai des valeurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a de quoi être fier de voir comment est-ce qu'on fait la promotion du vaudou au Bénin, parce que c'est notre culture, parce que c'est notre réalité, c'est notre identité. Et c'est pour cela que les jeunes aujourd'hui, lorsqu'ils sont toujours en train de faire la queue, d'avoir peur des OQTF, d'avoir peur d'être expulsés alors qu'ils ont des diplômes et qui pensent que c'est important pour eux de rester en France, au Canada, aux États-Unis, mais ils n'ont pas compris. Ils n'ont rien compris. Et je leur dis, je le leur dirai toujours, ils ne se réaliseront jamais dans les autres pays. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde entier. Regardez aux États-Unis. Regardez, avant, on allait au Canada facilement. Aujourd'hui, le Canada ferme ses portes. Avant, aux États-Unis, on y allait facilement. Ça ferme ses portes. Il y a quelques temps, il y a quelques mois,
on a failli avoir un Front National comme Premier ministre. Et peut-être bien que ça va arriver. Je me demande même si ce n'est pas bien que ça arrive, pour que enfin les jeunes comprennent que tous les pays, dans un contexte extrêmement difficile, eh bien, veulent se recentrer sur eux-mêmes et travailler pour eux. Mais chacun n'a qu'à travailler pour lui. Si c'est comme ça qu'il faut être, eh bien, que les Béninois travaillent pour l'Afrique, pour le Bénin, pour le Togo, pour le Burkina. Parce que pour moi, le Bénin, c'est pas que le Bénin. C'est le Togo, c'est le Burkina, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le Niger, c'est tous les pays d'Afrique. C'est ce que moi j'appelle l'Afrique. Pour moi, c'est pas que le Bénin. Si mon fils me dit demain qu'il veut rentrer en Afrique, pour moi, le Bénin n'est pas le pays exigeant. Le Bénin, c'est un des pays parmi tant d'autres. Il y fait beau en Côte d'Ivoire. C'est extraordinaire, le Sénégal. Le Burkina est un pays où on fait beaucoup de choses. Regardez au niveau de la banque, ce que le Burkina fait aujourd'hui dans la banque. Moi, j'ai des collègues, Idrissa Nassa, par exemple, Coris c'est Bank. quelqu'un d'extraordinaire, dont je suis extrêmement fier. Et pourtant, c'est quelqu'un qui est parti de rien. Imaginez que ce monsieur était resté en France et qu'il avait essayé de se réaliser en France. Il serait devenu quoi? Vous savez, je vais vous dire une anecdote. Lorsque mon dernier garçon, qui s'appelle Boladji Fassia, quand il a fini je l'ai eu son diplôme, je l'ai emmené à la Tour Eiffel. Je lui ai demandé de regarder la Tour Eiffel. Qu'est-ce qu'il en pense? Il dit, ben, c'est le monument par excellence de la France. C'est l'identité de la France. Je lui dis, mais dis-moi, qui est-ce qui a érigé la Tour Eiffel? Il dit, papa, j'ai fait Centrale Paris. C'est quelqu'un qui a fait mon école. Je dis, alors, Gustave Eiffel, quand il a fini Centrale Paris, imagine qu'il s'était installé aux États-Unis ou en Argentine. Est-ce que la France aurait eu le bonheur d'avoir la Tour Eiffel? Est-ce que la France aurait eu le bonheur d'avoir la Tour Eiffel? Ah ben, toi, tu as fait la même école que ce monsieur et tu veux travailler en France. Mais si ce monsieur avait fait comme toi, était allé ailleurs parce qu'il croyait aux États-Unis, parce qu'il croyait à d'autres pays, il n'y aurait jamais eu la Tour Eiffel. Mais c'est chaque citoyen qui construit son pays. Alors, des Tours Eiffel, tu peux aller en construire au Bénin si tu veux. C'est une question de volonté. Le tout n'est pas de faire les grandes écoles, mais encore faut-il avoir la foi de comprendre que nous devons nous réaliser dans nos propres pays. Et c'est ce que les pays d'Asie du Sud-Est ont compris. C'est pour cela qu'aujourd'hui, ils sont en avance. Rappelez-vous, il y a 30 ans à l'époque, quand ils faisaient leurs études, ils rentraient. C'est ce que le Maroc est en train de comprendre. De plus en plus de Marocains rentrent au Maroc. Il y a une promotion qui fait que, effectivement, on encourage leur retour. Et lorsque je prends le cas du Bénin, permettez-moi de le dire, tout le monde vante le Bénin. Tout le monde parle du Bénin. Tout le monde parle du changement radical en termes d'infrastructure, en termes de mentalité du Bénin. Mais ce n'est pas le financement qui a justifié ce que le Bénin vit aujourd'hui. Ce n'est pas que le financement. Le financement, on peut le prendre partout. Aujourd'hui, on lève les fonds partout. Dès lors que vous respectez les critères de convergence, un certain nombre de règles, vous avez les financements. Mais la ressource la plus importante, c'est les ressources humaines. Tout à fait. C'est les hommes et les femmes. Et c'est ce que le Bénin a compris. Et dans ce domaine, le Bénin a eu une attitude complètement agnostique. C'est-à-dire qu'on est allé chercher partout, peu importe la nationalité. Il y a des Rwandais qui travaillent, des Sénégalais qui travaillent, des Mauritaniens, des Béninois, des Sénégalais, et beaucoup de jeunes qui auraient pu imaginer qu'on nommerait un jour un ambassadeur qui a à peine 40 ans, qui aurait pu imaginer au Bénin qu'un jour, il y aurait un directeur général d'une grande entreprise qui a la trentaine. Mais ce n'est pas l'âge, c'est la compétence et la capacité des gens à faire des choses. Et il faut faire confiance aux jeunes. Ils sont porteurs de créativité, d'espoir et d'originalité. Et c'est ce que nous avons compris au Bénin. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, le Bénin fait référence. Et on ne parle que du Bénin dans la sous-région. Parce qu'on a misé sur les ressources humaines. On a misé sur le potentiel humain. Et je crois que ce potentiel, il y en a encore plein à l'étranger. Et c'est le jour où beaucoup d'entre ces jeunes-là ont décidé de venir dans leur pays qu'on va se développer. Vous êtes Camerounais, monsieur. Un nombre de Camerounais qui est dans le monde entier. Il y en a partout. Il n'y a pas de grande école dans le monde où il n'y a pas de Camerounais. Prenez n'importe quel annuaire du monde entier. Prenez n'importe quel annuaire de grandes universités ou de grandes écoles dans le monde entier. Il n'y a pas cet annuaire dans lequel il n'y a pas au moins un ou deux Camerounais. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que le Cameroun est l'un des pays les plus développés du monde. Pourtant, le potentiel humain existe. Alors imaginez que tous ces Camerounais les rentrent.
dans leur pays, à commencer par vous-même. À commencer par vous-même, monsieur. Je vous interpelle là-dessus. Vous-même. Rentrez au Cameroun aussi, parce que le Cameroun a besoin de vous. Mais être en Côte d'Ivoire, c'est déjà un très bon pas. OK, comme on fait du rentre-dedans. Euh, Non, c'est pas du rentre-dedans. Est-ce que, Régis, tu l'as dit tout à l'heure, tu as parlé du deuxième, et tu as deux enfants qui ont fait la même grande école française, Centrale Paris. Pour ceux qui ne connaissent pas la France, Centrale Paris, est dans le top 3 des Non, écoles d'ingénieurs. Enfin, top, Polytechnique, enfin, l'IX, c'est oui, mais central. enfin, d'habitude on dit top 3, mais oui, effectivement. Après le Polytechnique, on a Centrale Paris. Donc, c'est la deuxième grande école d'ingénieurs en France. Et bien souvent, les gens qui vont à Centrale Paris, ils vont quand ils n'ont pas réussi Polytechnique. En tout cas, Exactement. C'est comme disent mes enfants, c'est quand on a raté le concours. c'est ça. Quand on n'a pas eu Polytechnique, généralement, on va à Centrale Paris. Mais tes deux enfants travaillent en France. Qu'est-ce qui explique que toi, qui es le chantre, l'apôtre du retour en Afrique, tu ne sois pas parvenu à convaincre tes propres enfants? D'abord, il y a une expression qui dit que le cordonnier est toujours le moins bien chaussé. Oui. Donc, je le prends pour moi, cette expression. Et je pense que c'est l'une de mes plus grandes souffrances, de voir mes enfants se désintéresser complètement de mes activités. Et je pense que l'erreur que j'ai commise, et beaucoup de personnes me l'ont dit, c'est que je n'ai pas su les impliquer dès leur jeune âge. J'aurais peut-être dû, et c'est ça que je voudrais vous recommander, vous en tant que chef d'entreprise, très tôt, commencer à amener vos enfants dans votre entreprise, qu'ils découvrent comment ça se passe, qu'est-ce qui s'y fait, qu'est-ce qu'on y fait. Je n'ai pas eu ce réflexe. J'ai été absorbé par effectivement Hmm. d'autres choses. Et aujourd'hui, je me rends compte que, et comme je le dis souvent, je l'ai toujours dit, les ressources qui ont permis de payer leur formation, leurs études, sont des ressources qui proviennent de l'Afrique. Alors, Ça, c'est un point important. lorsque vous investissez à partir de ressources qui proviennent d'un environnement, c'est quand même frustrant, c'est quand même dommage que le retour sur investissement ne se fasse pas pour le même pays. Lorsque je vois aujourd'hui mes enfants et d'autres enfants, parce que la plupart des enfants qui sont à l'étranger, les parents dépensent des fortunes pour payer leurs études. Et cet argent-là vient de l'Afrique. Et c'est de grosses... Il y a même parfois des enfants qui ont fait les écoles françaises, qui coûtent peut-être 2 millions, 3 millions par an, qui ont fait tout le cursus jusqu'au bac, et après vont en Europe ou aux États-Unis. Alors imaginez un peu tout ce que les parents ont dépensé comme ressources, qui provient de l'Afrique, qui provient de notre travail africain. Et les enfants finissent leurs études et ils créent de la richesse pour la France, pour le Canada, pour les États-Unis. C'est une aberration. Et c'est ça qui va nous maintenir dans un état de pauvreté. Parce que c'est les ressources humaines qui font la richesse d'un peuple. Mm. Et par rapport à mes enfants, puisque c'est de ça qu'il s'agit, moi, je continue de nourrir l'espoir qu'un jour, eh bien, le déclic leur parviendra et qu'ils vont comprendre que on n'a rien inventé de mieux que d'aller dans son propre environnement pour s'épanouir. Moi, je ne vois pas du tout comment est-ce qu'ils vont véritablement s'épanouir complètement dans un environnement qui leur est hostile. Parce que, contrairement à eux, nous, à l'époque, quand on était en France dans les années 80, les années 90, lorsqu'on parlait du Front National, on en parle de façon anecdotique. Aujourd'hui, on en parle comme étant une entité politique qui est aux portes du pouvoir. Ça n'a rien à voir. Le niveau de xénophobie, de racisme a pris des ampleurs telles qu'aujourd'hui, on n'a plus peur d'afficher son racisme. Et quand je vois ça, je me dis, mais il n'y a qu'une seule solution. Enfin, il y en a deux. Une bonne formation. Je croise en l'étude. Je pense que les études, c'est fondamental pour nos enfants. Et c'est fondamental pour tout le monde. C'est pour cela qu'il faut tout faire pour nos pays, pour faciliter les études. Vous savez, il y a des choses que le Bénin a réussi. C'est de rendre national les diplômes. Avant, chaque école faisait son diplôme. Il y avait la licence de tel pays, fait telle école, telle école. Aujourd'hui, la licence est nationale. Le master est national. Donc, ça permet de crédibiliser et de valoriser le diplôme. Mais une fois qu'on a ça et qu'on est à l'étranger, on peut travailler 1 ou 2 ans pour avoir de l'expérience. Mais au-delà de cela, il faut rentrer dans son pays. Même si le niveau de rémunération n'est pas le même, ça peut se comprendre. La baguette en France coûte 1 euro. Ça fait 650 francs CFA. La baguette coûte combien au Bénin? Parce qu'il y a des indicateurs qui permettent aussi de mesurer le niveau de vie.
Alors, si la baguette coûte 1 euro en France et que le SMIC est 1 300 euros, ça se comprend. Alors, si la baguette coûte 125 francs CFA à Cotonou et que le salaire médian est 300, 400 000, c'est tout à fait justifiable aussi. Donc, ne décontextualisons pas les choses. Restons dans une mesure raisonnable par rapport aux choses et expliquons à nos enfants. Mais les parents ont un rôle important à jouer. Lorsque les parents aussi s'enferment dans l'idée que ah ben mon fils il est au Canada, il est bien là-bas, ah qu'est-ce qu'il viendra faire au Bénin, ah non, non qu'est-ce qu'il viendra faire en Afrique, parce que parfois ce sont les parents même Bien sûr. qui demandent, pour ne pas dire qui interdisent à leurs enfants Tout à fait. de ne pas rentrer. Qu'est-ce Mais que tu les- vas venir faire ici? Voilà, c'est le mot ça. Qu'est-ce que tu viendras faire ici? Ils ont peur de l'empoisonnement, ils ont peur des fétiches, ils ont peur. Alors que c'est Parfois des. même, ils ont peur des opportunités parce qu'ils se disent que tu vas quitter 3 000, 2 000 euros en France pour venir prendre 400 000 ici, alors qu'ils ne réalisent pas ce que tu viens de dire. Alors, le C'est le problème, même c'est que niveau de les vie. 2 000 euros, il faut faire le calcul de ce que ça coûte derrière. C'est ça. Le transport, le loyer, les impôts et tout le reste par rapport à ce que vous avez au Bénin. Et sans compter ce qu'on appelle la qualité de vie. Vous savez, c'est extrêmement important, la qualité de vie. C'est même l'élément le Et plus. c'est même, je pense que vous-même, vous savez de quoi on parle. Vous avez vécu en France longtemps, maintenant vous êtes établi en Côte d'Ivoire, en attendant d'aller au Cameroun, parce que je l'espère pour vous. Et très honnêtement, vous voyez bien, pour vos enfants, le niveau de qualité de vie. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, pour nos économies, pour nos pays, pour notre futur, ben, il faut que nos enfants rentrent. Alors, je vous dirai quelque chose qui est encore plus choquant. Vous savez, dans la plupart de nos pays de la sous-région, il y a des élèves qui ont le bac avec mention très bien. C'est ce qu'on appelle des enfants doués. Eh bien, il y a un mécène que je respecte parce qu'il fait un travail assez extraordinaire, au Don Valley, pour ne pas le nommer, eh bien, qui fait le tour des pays africains, le Bénin, le Togo, le Sénégal, et qui récupère toutes ces pépinières d'enfants excellents, les emmène en France. Une fois qu'ils sont en France, ils font souvent le lycée Louis le Grand. On leur fait repasser le baccalauréat, qui refont la terminale. Pour moi, lorsque vous faites repasser le bac à un enfant qui a eu la mention très bien au bac, qui a eu 20 en physique, 20 en mathématiques, ce n'est pas pour les mathématiques, c'est pour qu'ils comprennent mieux Molière, qu'ils comprennent mieux la culture française. Pour moi, c'est ça. Et une fois que ces enfants terminent et qu'ils passent les concours, parce qu'après ils font les prépas, à Louis le Grand, ils passent les concours, ils font Polytechnique, ils font Centrale, ils font Télécom Paris, ils font tout ce que vous voulez, mais ils ne rentrent pas en Afrique. Ils restent en France. Ça veut dire que lorsque ce mécène qui part d'une excellente idée qu'il faut saluer, lorsque ce mécène mène cette démarche et récupère ce potentiel extrêmement brillant de nos pays africains, eh bien, une fois que les enfants finissent, ils ne reviennent pas en Afrique. Et je pense que c'est le rôle de l'État. Il revient à l'État, dans la plupart de nos pays, d'identifier tous ces petits, parce que dans tous les pays du monde, il y a des enfants qui sont surdoués, qui sont excellents, qui sont brillants. Mais il revient à l'État de récupérer tous ces petits-là, de les envoyer faire des formations, de suivre leur formation et de faire en sorte que, au terme de la formation, qu'ils rentrent. Je pense même que nous devrions avoir dans nos pays, au sein des ministères des Affaires étrangères, un département qui est dédié aux Africains qui travaillent. On appelle ça la diaspora, mais moi je ne parle pas le terme de diaspora, il y a de tout dedans. Moi je parle des jeunes brillants, des talents. Il doit avoir un moyen de les recenser, eux tous, de voir ce qu'ils font, de leur proposer des opportunités, d'avoir un annuaire. Je pense que le Bénin a fait un travail dans ce sens. Et chaque fois, dès qu'il y a une opportunité, on leur fait appel. Dès qu'il y a une ouverture, on leur fait appel. On les met en confiance. Je pense que la volonté politique pourrait valablement permettre à ces jeunes de rentrer sans se dire que « Ah, moi, je ne connais personne. Ah, moi, je n'ai pas de personne, je n'ai pas d'amis dans le gouvernement. Je n'ai pas de parents qui peuvent me positionner. » Eh bien, s'il y a une volonté politique et qu'il y a une stratégie d'accompagnement et de suivi de ces jeunes-là, ils vont rentrer. Et c'est eux qui vont construire nos pays. Parce que nous, à 60 ans, vous comprenez que nous, on est partants. Qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce qu'ils vont continuer à travailler pour la France, pour le Canada, pour les États-Unis, alors que ce n'est même pas des pays où on leur reconnaît leurs valeurs? Vous savez, lorsqu'on parle des concours, on parle de Polytechnique, de Centrale, tout ça,
Mais dans le concours, il y a ce qu'on appelle le quota étranger. Dans les grands concours, en tout cas en l'occurrence l'X et Centrale, il y a le quota étranger. Tout à fait. Donc, ce qui veut dire que même la discrimination est déjà dans le concours. Même la discrimination est déjà dans le concours. Alors, lorsque tu fais un concours dans lequel tu as un quota étranger, ça veut dire on te dit clairement que, bon, écoute, hein, c'est pas pour toi. Et quand tu finis, pour moi, ça va le soir que tu te dis, bon, écoute, tu vas rentrer. J'ai rencontré un jour un jeune homme, un jeune Malien, dans le campus de Centrale Paris. Je lui ai dit, mais il avait l'air perdu. Qu'est-ce que tu fais ici? Il me dit non, qu'il a été le premier au bac au Mali et qu'il a eu une bourse qui lui a permis de venir en France. Et qu'il était inscrit à la fac de mathématiques dans une province et qu'il a lu dans les journaux qu'il y avait des concours d'école et que lui, il a choisi de passer le concours de Centrale Paris. Je dis, mais tu aurais pu passer le concours de l'X? Il m'a dit, oui, mais c'était un peu plus cher, c'était 200 € plus cher. Pour 200 €, ce jeune homme n'a pas pu passer le concours de l'X. Effectivement, il a fait ses 3 ans et aujourd'hui, il bosse en France. Il n'est pas retourné au Mali. Pourtant, lui-même, il m'a dit qu'il a obtenu une bourse de l'État malien. Ça, c'est le pire, le scénario, parce qu'il y a beaucoup de boursiers d'États africains dans ce cas-là. C'est-à-dire que c'est l'État qui a payé jusqu'à ses études supérieures. Il a même eu une bourse tous les mois. Oui, les Maliens, en plus, l'État du Mali le fait énormément, je le sais, parce que j'ai été invité à plusieurs reprises à intervenir auprès de la diaspora, enfin des étudiants maliens qui sont dans des écoles, ils ont des associations comme ça. Et de temps en temps, ils m'ont invité à venir discuter avec les jeunes pour leur donner l'envie de l'entrepreneuriat et l'ambition de réussir dans la vie. Et effectivement, ils sont pris en charge, c'est l'État qui paye, ainsi de suite. Et c'est surprenant que ces mêmes jeunes-là, quand ils finissent, chacun va travailler à gauche, à droite. Oui, c'est parce que nos pays ne sont pas organisés. Vous savez, en France, c'est très organisé. Lorsque tu es boursier en France et que tu fais une école comme l'X et que tu veux aller travailler dans le secteur privé, on appelle ça payer sa pantoufle. Tu rembourses à l'État ce qu'il a investi sur toi. Et il y a des mesures coercitives pour t'obliger à rembourser. On peut faire la même chose. On peut mettre en place un certain nombre de mesures coercitives pour obliger les jeunes boursiers à rentrer. C'est trop facile. Je dis bien des mesures coercitives extrêmement dures. C'est pas compliqué. Il faut le passeport, non, pour voyager. Si on bloque leur passeport, on dit, ou alors vous remboursez. Et le but n'est pas de rembourser, parce qu'on ne les a pas envoyés pour qu'ils remboursent. On les a envoyés pour venir travailler et ensuite aller servir leur pays. Et je pense véritablement que de la part de nos pays, de nos États, il y a un peu de négligence. Il y a un peu de laisser-faire. Et le jour où nos États vont se réunir, vont se mettre ensemble pour dire désormais, nous allons mettre en place des mécanismes régionaux pour empêcher que ces ressources que nous finançons pour leur permettre de faire des études, qu'on puisse les capitaliser et leur permettre de revenir aussi, ils vont rentrer. Mais en fait, ce que tu dis, ça mériterait même toute une émission. Il y a la France et beaucoup de pays occidentaux en profitent allègrement. Mais bien sûr. Mais est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le talent, il y a ce qu'on appelle le passeport talent? Oui, bien sûr. Et tous les pays occidentaux, je voulais parler de ça, ont créé des équivalents. C'est pour cela que pour attirer des talents. Il faut aussi que nous puissions avoir des accords avec ces pays-là pour leur dire, écoutez, ne prenez pas toutes nos ressources. Ne prenez pas toutes nos ressources. C'est-à-dire qu'il faut que nous puissions vraiment mettre en place des mécanismes. Vous savez, moi, j'aurais été dans une telle réflexion, je peux même mettre en place un système qui fasse que lorsque quelqu'un est boursier, dans l'accord qui me lie avec la personne, on prend un accord aussi avec l'État pour dire, comme il est boursier, dès qu'il finit, obligation de rentrer. Obligation de rentrer. Parce que c'est un boursier de l'État. Mais c'est quand même logique, c'est cohérent. Mais bien sûr. Et même quand on te donne le QTF, on te dit que... Parce que c'est ça qui est paradoxal, c'est que la France choisit qui elle veut garder, qui elle ne veut pas garder. Tout à fait. Quand elle te donne le QTF, elle te rappelle que tu es venu ici pour étudier. Tes études sont finies, tu rentres chez toi. Voilà. Et quand tu as fait une grande école, c'est la démarche inverse. Ben oui, bien sûr. Il faut que tu restes. Exactement. Donc, en fait, excusez-moi, ça voudrait dire que les personnes hautement qualifiées restent et ça. Les autres, on nous les envoie. C'est ça. Mais ça va durer combien de temps? Mais cela, c'est parce que c'est nous-mêmes qui le voulons.
En fait, nous sommes responsables de ce Mais, qui mais nous est-ce arrive. que ça, c'est pas parce que justement, nos dirigeants ne sont. Parce que toi, quand tu en parles, on ressent au-delà de ce que tu dis, une conviction qui s'en dégage. Je pense que peu de personnes sont convaincues qu'ils peuvent obtenir un meilleur avenir en Afrique qu'en Europe, à commencer par beaucoup de nos dirigeants. Je ne les mets pas tous dans le même lot, mais je pense qu'à commencer par beaucoup de nos dirigeants, ils pensent que l'Occident, c'est meilleur. Ils pensent que c'est là-bas qu'il faut que leurs enfants aillent étudier. Et je vois beaucoup ça. Moi, j'ai des amis qui, dans le cadre de mon école d'ingénieur, on avait le droit d'aller dans une université partenaire. Et j'ai beaucoup d'amis qui sont allés en Asie, notamment en Corée du Sud, à KAIST. KAIST, c'est l'une des plus grosses universités en Asie, et donc l'une des plus grosses universités au monde. Et ils m'ont dit, quand ils sont revenus en France, que ce qui les avait beaucoup marqué, c'est que tous les profs de KAIST, c'était des Coréens qui venaient d'Harvard, du MIT. Tous. Harvard, MIT. Les meilleures écoles américaines. Ils étaient revenus en Corée du Sud pour former l'élite, parce que tu conseilles une école d'élite, l'élite coréenne dans leur propre pays. Et ça avait fait sens dans ma tête de me dire, mais comment ils ont fait pour rapatrier autant de Sud-Coréens ayant fait ces grandes écoles-là pour venir? Certains avaient des contrats de bourse, mais d'autres non. Et c'est là où je me suis dit, mais est-ce que c'est pas aussi là où la famille joue son rôle? Parce que, mine de rien, les enfants africains grandissent souvent dans des familles dans lesquelles on leur donne le sentiment que l'Occident, c'est l'Eldorado, l'Afrique, c'est l'enfer. Et quand tu grandis dans un endroit comme celui-là pendant 10 ans, 20 ans, 25 ans, ou avant d'aller faire tes études, c'est difficile de déconstruire. 20 ans pendant lesquels on a passé le temps à te dire que l'idéal, c'était d'arriver en Europe. Aussi, il faut se dire la vérité, dans nos boîtes même ici, quand tu reviens d'Europe, on te traite mieux que celui qui est resté sur place. Je veux dire, il y a malheureusement encore des traces de la colonisation qui font que le gars qui vient de l'Europe, il a accès à plus de choses que le local. Même au niveau des choix des copines, les filles vont préférer le gars qui vient de l'étranger, ainsi de suite. Est-ce que tout ça ne finit pas par créer le sentiment dans la peau d'un jeune que si je veux être bien, je dois aller là-bas et je dois rester là-bas? Alors, vous savez, je vais vous dire une chose. Tout part d'une volonté politique. Vous savez, imaginez un instant que le Bénin, le Togo, le Niger, le Burkina, enfin tous les pays de l'UEMOA décident de créer une école d'excellence dans chacun des domaines qu'ils auraient identifiés, en informatique, en finance, en économie, en marketing, dans tous les secteurs clés, Oui. en ingénierie. Imaginez un instant que tous ces pays-là, ces 8 pays de la zone UEMOA, on pourrait même l'étendre à la zone CEMAC, qu'on crée une école d'excellence pour nos jeunes, les meilleurs, ceux qui ont la mention très bien au bac, avec des professeurs de très très haut niveau. Et ces petits, on leur fait faire des prépas. Ils passent les concours, ils intègrent ces écoles d'excellence qui sont un peu partout. On peut dire par exemple que l'école d'ingénieur sera au Burkina, l'école de commerce sera en Côte d'Ivoire. Bref, une pépinière qui récupère toute l'excellence africaine, ne serait-ce que de la zone francophone. Ça règle 3 problèmes. Le premier problème, c'est que nos enfants, ils sont formés en Afrique. Parce que rappelez-vous, il y a quelques années, il y a une jeune Sénégalaise qui était en prépa, Louis le Grand, qui a disparu parce qu'elle a fait une dépression. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire. Parce que le tout n'est pas d'aller dans les grandes écoles, dans les grandes prépas. Il faut aussi, sur le plan psychologique, pouvoir tenir. Et à un moment donné, cette fille-là, elle a disparu. Rappelez-vous, ça veut dire que psychologiquement, elle a été atteinte. Et je crois d'ailleurs qu'elle a, finalement, elle a réussi, même, elle est à Centrale, je crois, actuellement. Imaginez qu'on crée cette école-là. Ça permet aux enfants de les encadrer sur place. Ça permet, deuxièmement, de leur donner une formation de très, très haute qualité. Je dis bien école d'excellence. Ce n'est pas une école où tu téléphones pour dire prenez mon enfant. Non. C'est une école où tu y es parce que tu es hautement qualifié pour. Et le troisième avantage, c'est que tu n'es pas à être là, être embauché par des entreprises étrangères parce que tu es sur place. Tu es sur place. C'est quelque chose qu'on pourrait imaginer. Une école d'excellence régionale.
Mais les pays d'Asie ont ça. La Chine a ses écoles, Voilà. l'Inde a ses écoles. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas ça dans nos pays? Oufoué a fait ça à Yamoussoukro. Oufoué a fait ça à Yamoussoukro. Vous savez, les écoles d'excellence de commerce, ils appellent ça l'ESCA et puis le NSTP, enfin, les écoles comme ça. Je ne sais pas ce que ça vaut aujourd'hui. En tout cas, moi, de mon temps, dans les années 80, 90, c'était des écoles de très, très haut niveau. À Yamoussoukro, n'allait pas à Yamoussoukro qui voulait. D'ailleurs, quand vous regardez bien les gens de ma génération qui ont fait ces écoles-là, Oui. c'est eux les grands patrons de toutes les grosses boîtes aujourd'hui, dans la plupart des pays africains. Ils n'ont rien à envier à quelqu'un qui a fait HEC, qui a fait l'ESSEC. Et aujourd'hui, on peut copier ce modèle. Le Maroc l'a fait aussi. D'ailleurs, le Maroc a mis en place même des systèmes où on fait des prépares à Casa. Il y a des prépares à Casa qui réussissent même à avoir des polytechniciens, des centraliens, à partir des écoles au Maroc. On n'est pas obligé d'aller en France pour faire des grandes écoles. On peut faire Qu'est-ce qu'on appelle grande école? C'est la capacité d'être dans une formation où on vous apprend de façon excellente les choses essentielles. Il faut des ingénieurs pour construire les routes. Mais la Turquie, ils ne vont pas en France étudier. Ils ont leurs universités. Tout à fait. Et pourtant, c'est l'un des les plus grands pays en termes d'infrastructures. Il n'y a pas un Turc ne va pas faire ses études à Polytechnique. Ils ont leurs propres universités. C'est pareil dans les autres pays. Alors pourquoi est-ce qu'en Afrique, on ne peut pas mettre en place des écoles régionales? C'est-à-dire que chaque fois qu'on peut faire des choses, il y a toujours des freins. C'est la même chose pour Air Afrique. Ce que je vous dis là, c'est ce qui s'est passé pour Air Afrique. On avait une compagnie aérienne régionale qui était un fleuron. On l'a tué. On l'a tué, Air Afrique. Aujourd'hui, chaque pays a sa compagnie aérienne. Ouais, c'est quelques avions. Quelques-uns. Un, il y en a 2, l'autre en a 3, l'autre en a 4, et on est tout le temps en retard. Et dans le même temps, Air Ethiopian sont toujours là depuis près de 70 ans. Alors je pense que le problème de l'Afrique, c'est la volonté politique. Et tant qu'il n'y a pas une volonté politique qui permet vraiment d'absorber ce que j'appelle le potentiel humain, eh bien on n'avancera pas. Mais ce dont je suis fier, c'est que le Bénin l'a compris depuis une dizaine d'années. Je ne suis pas un homme politique. Je ne suis pas porte-parole d'un gouvernement. Je suis chauffeur-livreur. Et je me contente de ce que je fais. Mais pour être factuel et ne pas être dans la conjecture, je dis et je répète que le Bénin a compris ça. Il y a beaucoup de jeunes formés à l'étranger qui sont très épanouis au Bénin. Pour rien au monde, ils n'auraient envie de retourner. C'est eux qui construisent les routes. C'est eux qui font le... Regardez un peu au niveau digital, au niveau informatique, le Bénin, ce que ça a fait. Celui qui gère ça, c'est quelqu'un qui était en Europe. Regardez l'ANIP, l'agence qui fait tout ce qui est pièces d'identité. C'est des jeunes qui ont fait les grandes écoles. La CIRAT, c'est pareil. Dans nos ambassades, dans nos chancelleries, c'est des petits jeunes qui ont fait des écoles d'excellence. Autour de M. Wadaï Romuald, c'est que des jeunes qui ont fait les grandes écoles, qui étaient à l'étranger, qui sont tous rentrés. Je pense que le Bénin est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Et c'est pour cela qu'il faut promouvoir ça. Il faut que ça aille au-delà du Bénin. Il faut que ça soit quelque chose qui soit régional. Parce qu'il ne faut pas raisonner Bénin, il ne faut pas raisonner Togo, il ne faut pas raisonner Burkina. Il faut raisonner régional. Et tant que chaque pays fera quelque chose pour lui, ce ne sera jamais d'une ampleur qui va concurrencer les pays occidentaux. Or, aujourd'hui, il faut qu'on les concurrence. Lorsque Donald Trump parle d'augmenter les taxes douanières, quel pays africain a bougé? On a subi, tout simplement. On a subi. On a subi. Madagascar, on a dit que désormais, pour la vanille et puis certaines choses, eh bien, ce sera taxé. Ils vont faire quoi? Les rapports de force ont fait que la plupart des autres pays ont négocié, ont discuté. Qui va négocier au Bénin, au Togo, au Burkina, au Niger, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali? Personne. Parce que c'est des voix qui ne portent pas. Mais lorsque les Canadiens discutent, ça porte. Lorsque l'Union européenne discute, ça porte. Quand l'Union africaine va discuter, peut-être que ça portera. Mais nos entités, pays par pays, ce n'est pas assez fort, surtout en matière de ressources humaines. Et on n'a rien inventé de mieux que la ressource humaine pour faire développer le pays. Et les pays d'Asie du Sud-Est l'ont montré. C'est de vrais travailleurs, c'est de vrais bosseurs. Et ils ont été formés à aimer leur pays. Commençons aussi à aimer nos pays. Mais comment on forme à ça? Parce que, tu l'as dit,
Je me suis posé la question par rapport aux Chinois qui grandissent en France. Et j'ai un ami chinois qui m'a dit qu'un collègue chinois, je dis, mais les choses sont, on ne voit pas beaucoup de Chinois dans les grandes entreprises françaises. Il me dit, parce que nous, depuis qu'on est petits, les parents nous font comprendre qu'il n'y a pas d'argent en France. Parce que les Chinois valorisent beaucoup l'argent. Le succès matériel, financier, c'est hyper important dans la culture chinoise. Et il me disait, nous, depuis qu'on est petits, les parents nous font comprendre que c'est en Chine qu'il y a l'argent. C'est pas en France. Et on grandit avec cette idée-là. On peut faire X, on peut faire la plupart des écoles que tu veux. Dès qu'on a nos diplômes, la plupart d'entre nous, on va en Chine. Et c'est là-bas qu'on va se battre. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que l'éducation, le rôle que les parents C'est la jouent base. est fondamental. Oui, mais les parents jouent un rôle fondamental, mais il faut aussi les pouvoirs publics. Bien sûr, on est d'accord. Il faut que la plupart des ministres des Affaires étrangères, les ministres importants dans certains domaines, fassent le tour du monde, parler à leurs concitoyens, leur expliquer les opportunités. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Pourquoi est-ce qu'il faut rentrer? Comment est-ce que les pays ont changé? Mais aujourd'hui, excusez-moi, de quoi les gens ont peur? Ils ont peur d'être mal soignés, nos enfants. Je dis, ah, Oui. mais vous avez vu l'hôpital de référence qui a été à Calavi, monsieur? Ben, allez visiter. Allez visiter l'hôpital de référence qui a été fait. Il dit, oh, c'est le désordre. Mais vous avez vu comment notre pays est propre? Une fois encore, je ne suis pas en train de faire de la politique, mais je suis factuel. Lorsque les enfants disent, oh, quand on est malade, mais il y a un hôpital de référence de très très haut niveau. La corruption, aujourd'hui tout est digitalisé. Pour prendre un acte de naissance, n'importe quoi, tout est digitalisé. Il n'y a même plus de contact. Il y a près de 250 services publics qui ont été digitalisés au Bénin depuis ces 10 dernières années. Donc, tous les freins qui, manifestement, empêchaient tous ces gens de rentrer, eh bien, sont en train d'être progressivement, véritablement, mettre de côté. Maintenant, il ne faut pas regarder les gens de haut. Il ne faut pas que la diaspora regarde les nationaux de haut. Il faut qu'ils comprennent aussi que ceux qui sont là jouent un rôle important. C'est parce qu'ils sont là aussi que le Bénin est debout. Alors, il ne faut pas qu'ils viennent aussi avec leurs gros sabots, avec une posture, je dirais, de prétention et de donneur de leçons. Il faut qu'ils fassent preuve d'humilité, qu'ils comprennent que ensemble, on peut faire des choses. Et la différence qu'il y a entre eux et nous, c'est que nous, on a besoin d'eux. Mais personne n'a besoin d'eux là-bas en France. On n'a pas besoin d'eux pour construire, pour bâtir les pays européens. Ils sont infimes dans le dispositif, alors que nous, on a besoin d'eux ici. Et Mais est-ce qu'ils peuvent bien gagner? Parce qu'il faut se le dire, l'une des motivations est aussi financière. Quand on a fait de grandes études, on s'attend à être bien rémunéré dans la vie, on s'attend à bien vivre, à bien gagner sa vie. Est-ce que l'Afrique aujourd'hui est en capacité de permettre à ces esprits brillants de venir et trouver leur compte ici? Vous avez parlé de la Chine. Est-ce que vous pensez qu'un Chinois brillant gagne le même montant qu'il aurait gagné en France? Répondez à la question. Il peut gagner plus en Chine. Oui, ça dépend. Ça dépend du nombre d'années, de beaucoup de choses. Mais quelqu'un qui travaille dans une entreprise en Chine, est-ce qu'il... Voilà. C'est aussi simple. Et qu'est-ce qu'on recherche? Mais l'argent n'est pas la seule motivation dans la vie. Si moi je devais raisonner argent, je n'aurais jamais créé mon entreprise. Je vous assure. Lorsqu'il y a 30 ans, j'ai eu l'idée de créer une entreprise. Si je raisonnais argent, jamais je l'aurais créé. Si je raisonnais confort, jamais je l'aurais créé. Parce que, justement, j'étais confortablement établi dans ma posture de directeur commercial d'un groupe international. Tout simplement. Donc, je crois que l'argent est secondaire. Ce qui est prioritaire, c'est d'abord le choix de se sentir bien, de ne pas se sentir stressé, ni frustré, ni humilié. Parce qu'en réalité, toutes ces personnes-là, tous les jours, ils subissent de l'humiliation d'une façon ou d'une autre. Pourquoi est-ce qu'on va établir sa vie dans un environnement où on ne se sent pas chez soi, on ne se sent pas à l'aise? Moi, je crois qu'au-delà même de l'argent, on devrait avoir d'autres valeurs et savoir que servir son pays, c'est d'abord une obligation morale. Pour moi, c'est important. Ce qu'on appelle l'obligation morale. C'est ce qu'il faut que nos jeunes comprennent. Vous savez, lorsque vous parlez des revenus, lorsque vous prenez la structure
d'une rémunération médiane d'un cadre en France ou ailleurs, lorsque vous enlevez le loyer, vous enlevez le transport, vous enlevez les charges, Alimentaire, les impôts et tout le reste, il reste combien? pas grand-chose. Voilà. Donc, en fait, lorsqu'on parle de salaire, le salaire qu'on leur donne, c'est beaucoup plus pour vivoter. C'est pour payer les impôts, c'est pour payer les charges qui leur permettent d'exister. Non pas de façon confortable, ni décente, mais de subsister. Alors que je pense que, au-delà de cette situation de subsistance, on peut faire le choix de ce que j'appelle la qualité de vie. Et je pense que la qualité de vie, elle est en Afrique. C'est tellement vrai que nous, on n'a pas la culture de mettre nos anciens dans des maisons de retraite. Moi, mes parents, mon père a 87 ans, ma mère a 85 ans. Ils sont à la maison. Ils ne sont pas dans une maison de retraite. Et on est tellement différents. Il y a tellement de choses qui nous diffèrent que lorsque on fait la différence, on se rend bien compte que l'Afrique a encore des valeurs. L'Afrique a encore, je dirais, de l'espoir en termes, je dirais, de, de- enfin, je ne sais même pas comment dire. Je veux dire, en termes d'humanité, on va dire. Et je pense véritablement que nos jeunes, notre diaspora, a plus à gagner en rentrant Mais est-ce qu'il y a qu'à se encore des maintenir à opportunités? l'étranger. Parce que toi, tu l'as dit, il y a 30 ans, le Bénin, c'était, enfin, en termes d'entrepreneuriat, il y avait des boulevards, il y avait encore beaucoup de choses à Mais il y en faire. a encore plus aujourd'hui. Ah bon? Ah ben, il y en a encore plus aujourd'hui. Regardez autour de vous. Regardez le studio où on est aujourd'hui. J'ai échangé avec le promoteur. C'est un jeune de 26 ans. Il y a 10 ans, il y a 20 ans, il n'aurait jamais pu mettre en place là parce qu'il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Aujourd'hui, ce jeune, il a créé un studio. S'il a réussi à vous faire faire votre interview dans son studio, ça veut dire qu'il a du potentiel. Et c'est ça qu'il faut encourager. C'est ça qu'il faut promouvoir. Ça veut dire qu'il a su toucher véritablement une activité qui peut être pérenne et qui peut être porteur de création de richesse. Et je suppose qu'il emploie des gens, parce que j'ai vu qu'il y a du monde là-dedans. Un jeune homme de 26 ans qui crée une entreprise et qui emploie du monde, pour moi, c'est ce qu'on appelle la fierté. C'est ce qu'on appelle l'espoir. C'est ce qu'on appelle la créativité. C'est ce qu'on appelle l'imagination. Et c'est ça que nous devons promouvoir pour notre pays, pour notre continent. Des jeunes comme ça. C'est très intéressant de t'écouter et j'espère que ça va faire réfléchir tous ceux et toutes celles dans la diaspora. Je crois qu'il faudra partager massivement aussi à toutes les personnes que vous connaissez à l'étranger parce que la diaspora a le sentiment que, et peut-être parce qu'ils font des conversions, que ce qu'ils gagnent à l'étranger est beaucoup plus grand que ce qu'ils gagneraient sur place. Mais il y a un élément qui est très important que tu viens d'aborder, c'est aussi le fait que dans nos pays, il y a des boulevards entiers à aller développer en termes d'entrepreneuriat. Mais le constat que j'ai fait dans une diaspora comme la diaspora camerounaise, que je connais bien, c'est que c'est une diaspora qui est très politisée. Elle estime que le pays est en retard à cause des dirigeants politiques. Et donc, ces dirigeants-là, parce ils ne sont pas dans la logique de travailler pour que le pays se modernise, ils n'ont rien à y faire. Il faudrait d'abord, d'après eux, qu'il y ait des dirigeants qui fassent ci, qui fassent ça, en prélude à un éventuel retour au pays. Qu'est-ce que tu penses de cette manière de penser? Je ne connais pas suffisamment le Cameroun pour donner un avis. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est toujours très facile de rester à l'étranger et d'attendre que les choses se fassent. Ça, pour moi, c'est un peu trop facile. Dans tous les cas, il faut dissocier deux choses. Il faut dissocier la politique et l'entrepreneuriat. C'est deux choses complètement différentes. L'entrepreneuriat reste l'entrepreneuriat. Et une fois qu'on a des ambitions entrepreneuriales, il faut être focalisé là-dessus. Maintenant, il faut bien qu'il y ait des gens qui animent la cité. Tout à fait. Il faut bien qu'il y ait des jeunes qui fassent de la politique. Donc, après, chacun fait son choix. Et c'est la synergie de ces deux modes de réflexion qui va construire nos pays. Clairement. L'autre point que je veux aussi aborder avec toi, c'est qu'est-ce qui manque donc pour faire le déclic? Parce que ce que tu dis, beaucoup de gens le connaissent déjà, l'ont déjà entendu, et pourtant, ils ne le rendent quand même pas. Qu'est-ce qui, pour toi, retient tant les gens que ça? Est-ce que c'est le métro? C'est le froid?
C'est le chocobi, l'accent francisé. Qu'est-ce qui fait que, malgré toutes ces évidences, parce que, et en plus, il y a de plus en plus de success stories de diasporiens qui sont rentrés dans nos pays, qui font du business ici, qui gagnent de l'argent ici. Et je passe mon temps d'ailleurs à faire des interviews à plein de jeunes comme ça, qui sont rentrés, qui font de l'argent, ou même qui sont restés et qui font de l'argent. Euh, euh, mais les gens se projettent en Afrique, mais pas tout de suite. Qu'est-ce qui, pour toi, peut créer le sentiment d'urgence de c'est maintenant qu'il faut le faire? Mais moi, je pense que c'est parce qu'ils ont une méconnaissance de l'Afrique. Ils ne connaissent pas l'Afrique. Ils n'ont pas une bonne connaissance de l'Afrique. C'est pour cela que je parle de volonté politique. Il faut que nos hommes politiques puissent faire le tour de ces pays-là pour parler aux gens. Il faut que chaque année, au moins 2 fois par an, que les pouvoirs publics se déplacent pour parler à leur Mais diaspora. est-ce qu'ils sont crédibles? Et pourquoi Tu, est-ce qu'ils tu ne savent seras, pas? mais je pense que tu seras beaucoup plus crédible qu'un Premier ministre du Bénin qui viendrait dire à la diaspora rentrer. Non, c'est Toi, pas ton vrai. parcours va leur parler. Non, non, pas du tout. Parce que le ministre béninois, lui, il a les données macroéconomiques. Il a les données microéconomiques. Tu peux les avoir. Non, parce que lui, il fait des choses, il sera factuel. Il va leur montrer avec des preuves, clairement. Voilà ce qu'on a fait. Voilà ce nombre de personnes qu'on a recrutées. Voilà ce qu'on a construit. Vous savez, de quoi on parle? Mobilité routière. Aujourd'hui, ça se développe de plus en plus. Infrastructure sanitaire, il y en a. Vous savez, parfois, ils ont aussi une inquiétude, c'est l'école de leurs enfants. Oui. Aujourd'hui, nous avons une école qui peut absorber jusqu'à 2 000 à 3 000 enfants. Parce qu'il y a quelques années, lorsque on veut emmener son enfant dans une école française, c'est la croix et la bannière, l'école Montaigne. Aujourd'hui, eh bien, ce problème a été complètement éradiqué. Aujourd'hui, leurs enfants peuvent faire des formations dans des conditions où ils n'ont rien à envier à un lycée français, pour ne parler que de ce cas-là, un lycée international. Je pense que, est-ce que les jeunes savent, est-ce que la diaspora sait qu'il y a tout ça? Non, je ne crois pas. Même vous, avant de venir ici, monsieur, est-ce que vous saviez qu'il y avait un studio comme ça, géré par un jeune de 26 ans? Je ne savais pas qu'il avait 26 ans, mais je savais qu'il y avait ce Mais studio. j'insiste là-dessus, j'insiste sur l'âge. Oui. Est-ce que vous saviez ça? Non, je ne savais pas. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de méconnaissances et de préjugés qu'on fait sur l'Afrique, C'est vrai. qu'on fait sur les Africains, et on a tendance à mépriser, on a tendance à sous-estimer. Et je pense que la seule façon de leur dire des choses dans une certaine véracité, c'est de se déplacer, d'aller à leur rencontre, de leur parler, de leur montrer des choses, d'organiser des débats, des séances de discussion, d'échange, un peu comme ce que vous faites chaque année en octobre. Oui, Bateau africain. C'est dans ce genre d'événements qu'on peut parler aux gens, à la diaspora. En fait, c'est quoi une diaspora? Une diaspora, d'une certaine façon, pour moi, la définition de la diaspora, c'est des gens qui ont déserté leur pays d'origine et qui servent d'autres pays. Oh. Je suis un peu dur. Oh mais là pour là. moi, c'est ça la Oh diaspora. là là. Ça, c'est. Ouais. Pour moi, c'est la définition de la diaspora. Peut-être pas étymologique, mais pour moi, c'est ma définition de la diaspora. Mais ils vont pour avoir des ressources. Ils vont pour apprendre. Et imaginez un seul instant, pourquoi est-ce que l'Occident se développe tant que ça? Parce que leur diaspora n'est pas aussi importante. C'est vrai. C'est pour ça qu'ils se développent. Les Chinois, parce que leur diaspora n'est pas aussi importante. Les Indiens, regardez Non, aussi. eux, ils ont de Les fortes diaspora, mais Sud-Américains. ils les font revenir. Absolument. Regardez l'Amérique du Sud. Alors, quand on regarde tout le... Il n'y a que l'Afrique. Quand on regarde le monde entier, regardez Ouais. l'Amérique du Sud, l'Inde, la Chine, l'Europe. Il n'y a que l'Afrique qui n'avance pas. Et pourtant, c'est le pays où il y a le plus de ressources. Alors, lorsqu'on vit des choses comme ça, on dit qu'il y a peut-être un déficit d'information. Et il faut qu'on parle à la diaspora. Il faut leur expliquer les choses. Et excusez-moi, je suis un exemple parmi tant d'autres. Je ne suis même pas le plus gros exemple. Parce que je pense que j'ai fait ce que j'ai pu. J'aurais pu faire 10 fois plus. Il y a des gens qui ont fait bien plus que moi. Donc, je ne peux pas me porter exemple de quoi que ce soit. Je devrais faire encore un peu plus de retenue en termes d'humilité. Mais les pouvoirs publics, eux, ils peuvent se permettre d'expliquer. Et lorsque je prends le cas du Bénin, excusez-moi, le Bénin aujourd'hui a les moyens, les outils factuels pour expliquer à la diaspora que sa place est au Bénin.
Mais c'est bien gentil, hein, de dire, ah ben tiens, le Bénin est propre. Ah ouais, c'est bien, maintenant tout est digitalisé. Ah ouais, on est allé en vacances et il y a le Sofitel. Ben, il faut bien venir se travailler aussi un peu. C'est bien gentil de dire qu'il y a le Sofitel, mais c'est des gens qui ont construit le Sofitel. Ah ben c'est propre. Ben oui, mais c'est des gens qui ont mis les plantes, qui ont mis les fleurs. C'est un peu facile que, une fois par an, la diaspora vienne en vacances et 3 semaines après, ils repartent. Si tout le monde avait décidé de partir, qui aurait construit quoi? À un moment donné, il faut se dire la vérité de façon rigoureuse, sans complaisance. Heureusement qu'il y a eu... Mais nous, là, moi, mon exemple, j'ai fait mes études en France. J'aurais pu rester en France. Je suis désolé. Je suis rentré dans mon pays. J'ai créé un emploi nouveau tous les 45 jours pendant au moins 25 ans. Et je défie quiconque au Bénin ici qui n'a pas reçu au moins une fois un prix livré par Top Chrono. J'ai créé mon entreprise à une époque où c'est un métier qui n'existait même pas. Je l'ai inventé de toutes pièces. Aujourd'hui, il y a Amazon, il y a tout. Mais à l'époque, il n'y avait rien. J'aurais pu rester en France, travailler, gagner ma vie, m'acheter mon petit appartement, mon petit, vous appelez ça les pavillons quelque part, à Juvisy-sur-Orge, dans une banlieue quelque part. Parce que je ne serai jamais à Neuilly. Je ne serai jamais dans le 7e ni dans le 16e. Alors il faut que les Africains, la diaspora, comprennent que c'est un peu facile de rester là-bas et d'être toujours en train de critiquer. Il faut rentrer et travailler. Ça me rappelle quelque chose qu'une directrice, une grande directrice, je ne dirais pas, ou sinon on va retrouver de qui je parle, en parlant de la diaspora, parce elle est une ancienne de la diaspora, et elle me dit, bon, moi je ne suis pas à convaincre, mais elle m'a donné un exemple qui était très intéressant. Elle m'a dit, mais Philippe, tu sais, une chose même qu'il faut qu'on se dise, c'est que quand des gens comme toi reviennent au pays, en quelques années, tu fais partie de l'élite du pays. En restant en France, il y a de très faibles chances que tu intègres l'élite de la France. C'est quasiment impossible que tu aies accès à ça. Peu importe ce que tu fais comme travail, peu importe ton mérite, peu importe ce que tu veux, tu ne seras probablement jamais dans les cercles des personnes qui décident, enfin, les cercles les plus influents. Ici, tu peux appartenir à ce genre de cercle. Et c'est important d'avoir ça à l'esprit. Et ce que tu viens de dire, c'est pour ça que ça m'a fait sourire, c'est que quand on est en France, je pense que on renonce à un certain nombre de choses dans notre esprit parce qu'on se dit, c'est pas pour nous. C'est-à-dire, je suis en France, hein, je vis en France, j'ai même la nationalité française, j'ai les papiers, c'est tout ce que tu veux, mais dans mon esprit, c'est comme si j'étais exclu de certains milieux naturellement parce que je suis africain et peu importe ce que mes papiers peuvent dire, je sais quand même que, ben, comme tu dis, je ne serai peut-être jamais dans le 16e, et au-delà même de la position physique, parce que je n'appartiendrai peut-être jamais à certains milieux. Alors qu'au Bénin, en Côte d'Ivoire, enfin, si je suis originaire de ces pays-là, je sais que je n'ai pas les mêmes barrières. Est-ce que c'est quelque chose que tu constates aussi? Mais ce que tu dis est tellement vrai qu'il n'y a qu'à prendre le cas des médecins. Enfin, je vais rester... Moi, j'aime rester factuel. Tout à fait. Moi, je prends 2 médecins dont je ne citerai pas le nom. Ils se reconnaîtront dans ce que je vais dire. Ils ont fait leurs études de spécialité en France. Il y en a un qui a choisi de rester en France. Il y en a un qui a choisi de rentrer au Bénin. Celui qui est resté en France, aujourd'hui, est toujours dans le sillage des Français en tant que médecin. Je ne suis même pas sûr qu'il ait encore le statut de médecin, parce qu'il y a beaucoup de médecins qui acceptent même d'être infirmiers. Et celui qui a choisi de rentrer au Bénin a eu le temps de passer son agrégation et a même eu le temps d'être ministre dans un gouvernement. Non seulement cette personne a eu le temps de passer son agrégation, mais en plus, la cerise sur le gâteau, a eu le temps de faire une carrière gouvernementale. Après, c'est une question de choix et de conviction personnelle. Quand je vois les médecins africains qui se ruent
en France, à être payés, à être maltraités. Ils n'ont même pas le statut de médecin. Il y en a qui préfèrent. Oui, en quittant d'Afrique, tu veux dire. Bien sûr. Ils étaient formés ici. Bien Oui, sûr. bien sûr. Ils n'ont même pas le Oui, statut de oui, médecin. non, non, pas du tout. Ils ont un Leur niveau de diplôme rémunération n'est pas reconnu. complètement inacceptable. Il y en a même qui vivent dans les résidences de l'hôpital. Parce qu'ils veulent être en France. Ils estiment qu'en Afrique, il n'y a pas assez d'outils pour travailler. Moi, je préfère ne pas avoir assez d'outils et être dans la dignité et avancer. Et le pire, c'est que ces médecins, lorsqu'il y a des conférences internationales, on ne les sont même pas invités. C'est ceux qui sont revenus en Afrique qui sont invités dans les grands colloques internationaux. Tout à fait. Et parfois même, ils sont invités en tant qu'intervenants. Tout à fait. Donc, ce que vous dites est tellement vrai que lorsqu'on prend ne serait-ce que le cas des médecins, ceux qui sont restés en France, là, ils ne sont même pas invités au colloque. C'est leurs collègues qui sont rentrés, qui font l'agrégation, qui sont ministres, qui sont dans plein de trucs, qui sont invités pour venir intervenir. Mais toute la différence, elle est là. Et je pense que c'est d'autant plus gênant que ça n'a même pas l'air de beaucoup embêter, parce que ça continue. La saignée continue. Tous les mois, au Bénin, il y a des jeunes médecins qui partent. Mais à quel prix? Ils vont à La Réunion, ils vont aux Antilles, ils vont en Martinique, ils vont en Guadeloupe. Mais parce qu'ils n'ont pas de boulot ici Non, aussi. On peut leur dire ça, c'est vrai. Non. C'est parce que il n'y a pas de médecins au chômage. Non, il n'y a pas de médecins au chômage. C'est même pas possible. Excusez-moi. Ça n'a même pas de sens qu'il y ait un médecin au chômage. Vous avez dit médecin. Ça n'a même pas de sens qu'il y ait un médecin au chômage. Le seul problème, c'est qu'ils estiment que leur niveau de rémunération ne permet pas de se réaliser. Mais je ne suis pas sûr que l'épanouissement qu'ils ont au Bénin, en sauvant des vies au Bénin, qui pourraient avoir ça. Parce que pendant qu'ils sont là-bas, leurs parents sont ici. Qui va sauver leurs parents? Et c'est drôle parce que, surtout chez les médecins, j'ai remarqué, parce que j'ai beaucoup d'amis médecins, des connaissances, la plupart d'entre eux veulent créer ou créent des cliniques en Afrique. C'est drôle. Ils ne créent pas des cliniques là où ils sont. Ils créent tous des cliniques dans leur pays. C'est ce qui dit tout d'ailleurs. Bien sûr. Ça dit tout. Absolument. Donc c'est pour vous dire que qui que vous soyez, je ne vais même pas vous citer des noms parce que je pense que je n'ai pas du tout envie après d'être identifié comme quelqu'un qui a diffamé sur quelqu'un. Mais il y a eu des Noirs qui ont fait des carrières exceptionnelles en France. Rappelez-vous de ce monsieur qui a été le patron d'une grosse banque. Comment est-ce qu'il a fini dans la banque, cette banque? Aujourd'hui, il est plus épanoui dans son pays. Il a même envie de faire de la politique dans son pays. Je ne citerai pas de nom. Oh, tout le monde voit de qui tu parles. Dans tous les cas, on vit quand même mieux en Afrique. Et voilà un exemple encore concret. Voilà des gens qui ont fait toute leur carrière à l'international et qui aujourd'hui se rendent bien compte qu'ils peuvent prendre leur place. Malgré tout ce qu'ils ont pu gagner à l'étranger, à la fin de la journée, ils se rendent compte que ça se passe dans leur pays. Le plus utile, c'est en Afrique. C'est ça la vérité. C'est pour cela que moi, je pense que les jeunes... Mais je veux que tu parles aussi à ces autres personnes qui ont honte de rentrer. Parce que c'est une catégorie de personnes à qui il est important de parler. Ces personnes, la diaspora, qui sont à l'étranger, qui se rendent bien compte. Parce que j'ai discuté avec la diaspora américaine, notamment, nord-américaine, et plusieurs d'entre eux me disaient, j'ai honte de rentrer. Parce que mes amis que j'ai laissés au pays sont trop loin maintenant. La seule chose qui permet que quand je rentre encore au pays, il y ait une forme de respect, c'est à cause des apparences de l'étranger que j'ai. Ils voient en moi quelqu'un qui est dans la diaspora. Quand je viens au pays, ils m'accordent un certain respect à cause de ce statut-là. Mais si je rentre aujourd'hui au pays, compte tenu de mes réalités nord-américaines, je ne suis pas propriétaire. Parce qu'en fait, ils vivent paycheck to paycheck. Je ne suis pas propriétaire. Je n'ai pas d'épargne. Je n'ai rien au pays que j'ai laissé. Je vais rentrer au pays comme ça, commencer à me débrouiller, aller commencer à chercher ce que mes amis qui sont devenus aujourd'hui, parce que mes amis ont tous construit. Certains ont des immeubles, d'autres ont 2-3 boutiques. Moi, j'ai rien. Et dans ces conditions-là, j'ai honte de rentrer. Et je préfère aller au pays, faire 1 mois d'illusion, donner le sentiment que, bon, je suis un benguiste, un benguetaire, j'ai un certain niveau de vie, j'essaie un peu de les blaser,
mais ils ne connaissent pas ma réalité. Donc, il y a aussi cette partie de la diaspora-là qui est séduite par le discours que tu dis, mais qui, de manière factuelle, se dit le prix à payer pour mon ego est trop élevé. Je préfère rester en Europe, me débrouiller ici, plutôt que d'assumer rentrer et affronter la réalité que tous mes camarades sont trop loin maintenant pour moi. D'abord, c'est les hommes qui ont ce raisonnement. Les femmes ne raisonnent pas comme ça, en général. Les femmes sont bien plus structurées que les hommes. Heureusement d'ailleurs. Ces gens-là, ils ont des préjugés qui parfois ne sont même pas vrais. Ce n'est pas une course de vitesse. Chacun va à son rythme. Chacun fait ce qu'il peut faire dans la vie dès lors que tu es en harmonie avec ta conscience et que tu respectes les règles de l'environnement où tu es. On n'est pas en train de faire des comparaisons. Je suis désolé. Et il faut que ces gens-là comprennent que le problème, ce n'est même pas leurs amis, c'est eux. Et il faut absolument qu'ils se mettent dans la tête que leurs amis dont ils parlent n'ont même pas le temps de faire ce type de raisonnement qu'ils estiment être, je dirais, comparatif. Et ce n'est pas une course de vitesse. Non, chacun a son cheminement. Écoutez, il y a des gens qui ont créé leur entreprise en même temps que moi. On n'est pas du tout, enfin, on n'a pas le même niveau de vie du tout. Ils sont très, très loin devant moi. Mais on est pourtant toujours des copains. On est très liés. Vous savez, j'ai un ami d'enfance que vous connaissez tous. Et lui, je n'ai pas peur de citer son nom, Serge Ekoué. Si je commence à me comparer à Serge, il ne sera plus mon ami. Parce que déjà, quand on était petit, c'était l'un des meilleurs banquiers. Quand j'allais voir Serge à Hong Kong, c'était déjà un grand patron. Si je devais me comparer à Serge, comme je lui dis, ça a été le meilleur de nous tous. Mon deuxième ami d'enfance, Jean-Michel Abimbola, qui est aujourd'hui ministre depuis une dizaine d'années. Si je dois me comparer à Jean-Michel, je serais toujours complexé. Il n'y a pas de semaine où Serge et moi ne changent pas. On ne s'appelle pas, ça n'existe pas. Jusqu'aujourd'hui. C'est pour vous dire que ce n'est pas une course de vitesse. Mais tu as de la grandeur. Non. Et tes amis ont de la grandeur aussi. Non, ça n'a rien à voir. Ça dépend de comment est-ce que les choses se perçoivent. Tout simplement, ce n'est pas une question de grandeur. On n'est pas dans une démarche de comparaison. J'ai des copains qui font des choses extraordinaires, qui gagnent beaucoup d'argent. Moi, j'ai des copains qui ne voyagent même pas en business. Ils vont à Abidjan prendre la première pour aller à Paris. Ben oui. Ils vont à Abidjan prendre la première pour aller à Paris. Mais ça, quand on se retrouve à Paris, on est des copains, toujours. Vous arrivez dans l'avion, il va en première, tu vas de ton côté à la fin. À la fin, on se retrouve et on rigole. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est pour vous dire qu'il faut décomplexer ces gens-là en leur expliquant qu'en réalité, le combat n'est pas à ce niveau. Et s'ils raisonnent comme ça, leurs enfants vont raisonner comme ça. Et c'est comme on appelle, on crée des générations de complexés. Excusez-moi. Et comme il y a des jeunes qui nous écoutent dans cette salle, je leur dis, n'ayez de complexe vis-à-vis de personne. Personne. Continuez votre chemin, avancez dans les règles de la loi. Ne faites jamais quelque chose qui vous mettra en porte-à-faux avec la loi. Ne soyez jamais pressé, faites les choses proprement. La dignité est plus importante que tout. Et il faut se respecter. Quand tu te respectes, tu n'as pas ce genre de raisonnement. C'est quand tu as un complexe, que tu as un problème par rapport à toi-même, que tu raisonnes comme ça. Moi, en ce qui me concerne, quand je regarde mes amis, qui sont de loin plus avancés que moi, je n'ai pas de complexe. Alors là, ni de près, ni de loin. Je dis bien ni de près, ni de loin. Écoutez, je suis le premier vice-président du patronat du Bénin. Lorsque je rencontre mes collègues, je n'ai pas de complexe devant eux. Hein. Quand je parle à Idrissa Nassa, je lui parle d'homme à homme. Pourtant, c'est l'un des plus grands banquiers. Quand je parle à Mossadegh, je lui parle d'homme à homme parce que c'est l'un des plus grands hôteliers de l'Afrique. On se tutoie, on se parle. Et pourtant, c'est des gens qui ont une certaine posture économique. Donc, je pense que véritablement, le problème n'est pas à ce niveau. Le problème, c'est l'éthique que toi-même tu dégages. Quand tu dégages une éthique,
et que tu es quelqu'un qui te respecte, tes copains, quel que soit leur niveau de vie, quel que soit leur million, ils vont toujours te respecter. C'est ça qui est important. C'est l'éthique et la morale que tu dégages. Pour moi, ça vaut plus que l'argent. Ça vaut plus que les maisons que les autres ont construites. Et c'est ça, ce qu'on doit donner comme consigne, comme éducation à nos jeunes. Ne pas être dans une posture de complexe d'infériorité et ne pas avoir un déficit social. C'est extrêmement important. Je crois tellement en ces jeunes que je suis convaincu qu'aujourd'hui, ils ne raisonnent pas comme ça. Ceux qui raisonnent comme ça, c'est les gens d'avant. Mais les jeunes d'aujourd'hui, là, nos enfants de 26 ans, de 27 ans, de 30 ans, là, ils sont dans un autre monde. Ils sont dans un monde où ils veulent... Ils ont, au contraire, ils ont envie d'être comme leurs copains. Votre ami qui est aux États-Unis doit se dire, moi, je veux être comme mes copains. Je veux me battre comme eux. Donc, je vais rentrer, prendre conseil chez eux, leur demander de me soutenir. C'est ça, la réalité. Ça demande de l'humilité, en tout cas. Beaucoup d'humilité. Ça demande de l'humilité. Ça demande de l'humilité. Régis, cette année, on t'a invité à Back to Africa à Paris. On est très content que tu aies accepté. Pourquoi tu acceptes de venir à un événement? Bon, c'est vrai que quand on t'a écouté, ça coule de source. Mais pourquoi, pour toi, c'est important que tu viennes parler à la diaspora du retour en Afrique? Parce que jusqu'à mon dernier souffle, je continuerai à expliquer à la diaspora que ça se passe en Afrique. C'est ici que ça se passe. Le combat, il est ici. L'argent se gagne ici pour le dépenser là-bas. Ça rappelle ce que Tidiane Sy m'avait dit. Tu avais certainement suivi cette vidéo qui avait fait le tour du monde, dans laquelle il disait que quand il parle aux investisseurs, il leur dit, si vous voulez faire x10, allez à la Silicon Valley. Si vous voulez faire x1000, venez en Afrique. Bien sûr. Et aujourd'hui, les indicateurs sont verts sur l'Afrique. Et les médias internationaux ont tendance de peindre l'Afrique des guerres, pays de guerre, de maladies. Mais la réalité est autre. Regardez le Bénin, regardez les pays autour de vous. Vous voyez une guerre quelque part? Vous voyez des malades qui traînent? Même lorsqu'on peint certains pays comme le Burkina, comme d'autres pays, un pays où il y a des djihadistes, allez à Ouaga, vous allez voir qu'il y fait bon vivre, qu'il y a des opportunités. Je ne suis pas burkinabé, mais je connais beaucoup de gens qui sont au Burkina. Vous savez, je crois que les médias et les Occidentaux ont cette facilité à nous regarder avec beaucoup de condescendance. Il faut dire la vérité, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a beaucoup de condescendance dans leur approche par rapport à nous. Et c'est à nous de cerner cette condescendance et d'y mettre un terme. Et je pense que nous pouvons y mettre un terme. Ça ne dépend que de nous. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, j'ai fait le choix de ne jamais permettre à quelqu'un de me dire que je suis un intégré, que je réponds aux exigences de la France, que je suis acceptable, on peut me tolérer. Non, je refuse. Je suis béninois. Ma culture, c'est le Bénin. Ma tradition, c'est le vaudou. J'assume ça. C'est pour cela que je pense véritablement que la diaspora, il faut communiquer avec elle, il faut lui parler. Et aller à votre événement sera encore l'occasion pour moi de continuer à leur parler. Je suis sûr que la pédagogie permettra à ces jeunes d'avoir le déclic qui leur permettra de se dire, ouf, enfin, je vais rentrer chez moi. Et ils verront que tout se joue chez eux. En tout cas, moi, ce qui me concerne, c'est ce que j'ai fait. Je suis bien placé pour dire que c'est la meilleure solution. Tu penses qu'en restant en France, tu n'aurais pas eu la carrière que tu as? Jamais. J'aurais une petite vie, toute petite. Comme je vous dis, j'aurais acheté un pavillon à Juvisy-sur-Orge, à 1 heure de Paris, dans un coin paumé quelque part. Mais je ne veux pas cette vie. Et puis, aller à la préfecture faire la queue pour avoir un titre de séjour. Je refuse. Ou alors, pour être naturalisé, aller faire l'interview, qu'on m'explique pourquoi est-ce que je veux être français. Qu'est-ce que c'est que la devise de la France? Qui ont été les anciens présidents de la France? Je ne veux pas ça. Je veux comme les anciens présidents du Bénin et d'Afrique. Mon continent, c'est l'Afrique et mon pays, c'est le Bénin. Je veux connaître le Bénin. J'aime la France. J'adore la France. Je vais en France régulièrement.
La France m'a tout donné. C'est un pays que je respecte, que j'aime. Mes enfants sont restés en France. J'ai ma maison en France. Je paye les impôts en France. Je suis propriétaire en France. Mais ce n'est pas le pays de mon cœur. Le pays de mon cœur, c'est le Bénin. Je vais mourir, je vais être enterré au Bénin. Comme mon épouse a été enterrée au Bénin, moi aussi, je vais être enterré au Bénin. Et la France restera toujours pour moi un pays admirable, un pays que j'aime, que j'adore. Mais ce ne sera pas le pays que j'aurais choisi pour me développer sur le plan professionnel. J'adore le Bénin. J'aime le Bénin. Entre le Bénin et moi, c'est une question de passion. D'ailleurs, je ne sais même pas comment on fait pour ne pas être béni. Mais d'où ça vient, ça? Parce que tu es né, tu as grandi ici, mais après, tu es allé étudier à l'étranger. Oui, bien sûr. À quel moment, d'après toi, qu'est-ce qui a fait que tu aies cet attachement-là pour le Bénin? Tu l'as dit tout à l'heure, pendant que toi, tu chantes le Bénin, des jeunes Béninois sont prêts à tout pour quitter le Bénin. Parce qu'ils espèrent un Eldorado en Occident qui n'existe pas. Mais d'où te vient cette passion pour ton pays? Je pense que cette passion pour son pays devrait être quelque chose que tout le monde, en principe, devrait Qu'on avoir. ne justifie même pas. Ben oui, ça n'a pas de... Non, et puis c'est le pays qui m'a fait naître, qui m'a vu naître. Mon père et ma mère y vivent. C'est le pays qui m'a porté aussi. Mais j'avoue que cette passion pour le Bénin est naturelle, est spontanée, est tout à fait liée même à mon parcours existentiel, simplement. C'est pour ça que je vous dis que je ne sais comment vous faites. Je ne sais pas comment vous faites pour ne pas être béninois, pour supporter d'être autrement que béninois. Je suis très bien d'être Camerounais aussi. Les Camerounais sont assez fiers de leurs origines. Et ils ont raison. Ouais. C'est un grand pays. Ouais. Un grand pays. Merci beaucoup, C'est moi qui te remercie. Régis, d'avoir pris le temps de venir discuter avec nous pendant cette longue émission qui, j'en suis sûr, va beaucoup faire réagir. Alors, pour conclure, je vais dire une chose. Tu sais, j'ai une jeune demoiselle, Adija, elle s'appelle, qui est comme ma fille. C'est même ma fille, je l'appelle parce que je l'ai vue grandir. J'étais très ami à sa maman, en l'occurrence. Et je l'ai perdue de vue. Et puis, par le biais de sa maman, je l'ai retrouvée et puis on a commencé à échanger. Je l'ai invitée à la maison avec mes enfants, on allait dîner ensemble. C'était à Paris. Et je pense qu'elle suit beaucoup tout ce que je fais sur LinkedIn, tout ça. Et un jour, elle m'a écrit, elle me dit, écoute, je vais te présenter quelqu'un, je suis sûr que tu vas l'adorer. C'est le genre de profil que tu aimes. Et tu verras, il fait des choses bien. Vous savez, à mon âge, on voit tout ça de loin, parce que, vous savez, j'ai 60 ans aujourd'hui, donc je suis beaucoup plus proche de la retraite qu'autre chose. Et je n'ai pas donné suite à cela. Et elle m'a relancé. Et elle m'a envoyé une vidéo de cette personne. J'ai regardé la vidéo. J'ai été séduit. Et je me réjouis d'être en face de cette personne. Oui, moi aussi, je suis très content de cette rencontre. J'aime beaucoup les gens qui parlent comme toi, en fait, qui partagent cette vision optimiste de l'Afrique. Tout n'est pas parfait dans nos pays. Rien n'est parfait nulle part. Rien n'est parfait nulle part. Et je crois que, je le dis souvent, l'Europe a fait de nous des consommateurs et l'Afrique a besoin de bâtisseurs. C'est deux profils de vie différents. C'est pas juste une question d'argent, c'est une question déjà d'envie. En Europe, on consomme ce qui a été fait, la Tour Eiffel, le métro, les hôpitaux, la sécurité sociale même pour certains, qui les aident, ainsi de suite, pour ceux qui y ont accès. Et on a fini par y prendre goût. Moi, je me rappelle toujours d'une chose qui me motive beaucoup. Quand je suis allé faire mon entretien à l'ambassade de France pour aller faire mon cycle d'ingénieur en France, on m'a posé une question qui, en réalité, était une question piège. Qu'est-ce que vous comptez faire après vos études? Et je leur ai dit, moi, je compte rentrer et créer une entreprise dans mon pays pour développer mon pays. Je pense que cette réponse avait été déterminante pour l'obtention de mon visa. Et quand je suis arrivé en France, le premier jour, c'était le 31 janvier 2008, quand on est sorti de Charles de Gaulle, il y a un tunnel. Et quand on sort du tunnel, parce que c'était le matin, c'était l'hiver, donc il y avait des lumières partout.
Et on commence à déambuler sur les autoroutes françaises. Et un jeune garçon qui vient du Cameroun, qui voit d'aussi belles routes, aussi grandes, pour la première fois de sa vie, je pense que beaucoup de gens seraient émerveillés. Mais moi, je me suis juste dit, quand est-ce qu'on aura des routes comme ça au Cameroun? C'est la première pensée qui m'est venue. C'est quand est-ce qu'on aura des choses comme ça? Et mes premiers temps en France, je n'avais que ça en tête. Mais ça, il faudrait qu'on ait ça au Cameroun. Mais ça, il faudrait qu'on ait ça au Cameroun, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est un sentiment qui s'est renforcé avec les années, de me dire que ce que les autres ont fait chez eux, et puis quand tu as étudié avec eux, tu t'es rendu compte qu'ils ne sont pas meilleurs que toi. Loin s'en faut même, tu es généralement parmi les meilleurs dans la promotion. Tu te rends compte qu'en fait, ce qu'ils font ici, on peut le faire chez nous. On peut le faire chez nous. Il va y avoir de l'adversité, ça ne va pas être facile, il va y avoir même des barrières, parfois même, tu vas avoir l'impression que le système met contre toi. Mais je me suis toujours dit que c'est en Afrique, en tout cas que moi, je serais de loin le plus utile. La France a été géniale, formidable pour moi. Et je pense que quand je vois comment certains de mes amis qui sont restés au Cameroun raisonnent, je me dis souvent, si j'étais resté ici tout le temps, je raisonnerais probablement comme ça. Et donc, la France m'a apporté une ouverture incroyable sur le monde, mais qui, à la fin de la journée, me fait me dire, il faut que nos pays profitent de ce que l'on peut leur apporter. Et surtout, je suis convaincu que si on ne le fait pas, personne ne va le faire. La France n'a pas intérêt, en tout cas, ce n'est pas dans ses intérêts que les pays africains se développent. Elle milite pour ses propres intérêts. C'est aux pays africains de militer pour leur propre développement, tel qu'ils l'entendent, pas pour ressembler au modèle chinois ou français, mais c'est à eux-mêmes de définir comment ils veulent faire les choses. Et je pense que quand j'ai commencé à faire des vidéos, en 2018, donc 10 ans plus tard, tout le monde me disait, ben Philippe, les Africains, tout ce qui les intéresse, c'est la fête, c'est les blagues. Toi, tu veux venir sur Internet pour parler de business, pour parler de retour en Afrique, tu ne vas intéresser personne. Et pourtant, aujourd'hui, 7 ans plus tard, on est plus de 3 millions. On a créé un mouvement énormissime. On fait des événements au Palais des Congrès qui ne sont pas du tout subventionnés ni financés par un quelconque gouvernement. On a tenu à avoir de l'autonomie parce que les Africains ont aussi cette image de toujours tendre la main. Chaque fois qu'on veut faire quelque chose, il faut qu'on demande une aide. Il faut qu'on demande à l'AFD, il faut qu'on demande à tel de nous aider. Et j'ai voulu qu'on sorte de ce mécanisme de demande et qu'on se prenne en charge. Un événement, ça se finance par la billetterie. On n'a pas besoin que tel ou tel nous finance. Non, on va faire les choses en grand. On va faire du marketing. On va faire la promotion de l'événement. On va aller dans un lieu hyper prestigieux qui coûte super cher, mais pour montrer que c'est possible. Et quand les gens arrivent au Palais des Congrès pour la première fois, ils se demandent toujours, mais c'est vraiment Comment des il a Africains financé qui ça? organisent ce truc? Bien. C'est incroyable. Et pour moi, c'est aussi un moyen de faire comprendre aux gens qu'on peut faire des choses qu'à la base, pour lesquelles on n'était pas destiné. Parce que je me suis toujours dit que quand tu réussis dans la vie, entre guillemets, c'est quand tu vas là où on ne t'attendait pas. Généralement, c'est comme on dit think out the box. C'est toujours quand tu vas là où on ne t'attendait pas que tu as une percée. Tant que tu restes dans les clous de ce que l'on attend de toi, tu es un pion parmi tant d'autres. Mais quand tu vas là où on ne t'attendait pas, tu apportes un message, tu apportes une vision. Et aujourd'hui, beaucoup de gens adhèrent, ce qui est bien la preuve que, en réalité, je suis juste venu mettre la voix sur quelque chose qui résonnait dans les cœurs des gens. Absolument. Aussi simple que ça. Et le premier événement qu'on avait fait au Palais des Congrès de Versailles, on avait pris une salle de 1000 places. On s'est retrouvé à remplir la salle de 1000 places. On a pris la salle qui était en dessous de 300 places. Donc, les gens qui étaient en dessous regardaient sur un écran. Et on avait plus de 300 autres personnes qui regardaient en ligne. Et on avait tellement de gens qui étaient assis au sol dans la salle. Je me rappellerai toujours, il y a une dame qui était sur un fauteuil roulant, qui était venue. Il y avait à chacun de mes événements, tu verras cette année, il y a des gens qui viennent en fauteuil roulant. Et cette dame avait dit une phrase qui m'avait beaucoup marqué. Elle a dit, ça fait 30 ans que... Elle avait pris le micro pour parler. C'était tellement émouvant. Elle disait, ça fait 30 ans que je suis en France. C'est la première fois. Et c'est la première fois que je suis aussi événement fier africain. d'être africaine. Et un événement qui me donne de l'espoir de ce que nous allons peut-être réellement, finalement, y parvenir. Donc, ce n'est pas juste un événement qu'on fait comme ça. Je pense que c'est un événement qui a une portée très grande
Et c'est pour ça qu'on ne veut pas du tout abandonner, enfin, on n'est pas prêt d'abandonner, hein. On est là pour amener ça toujours un peu plus loin Et le pérenniser, bien et le sûr. pérenniser, bien sûr, même après nous, que ce soit quelque chose qui se poursuive. On l'a commencé en France, demain, peut-être qu'on va avoir un truc en Amérique du Nord. Après, on va essayer de ramener des anglophones dedans. Mais il est important que la diaspora africaine se retrouve pour penser Bien sûr. bâtir son continent. Et c'est ce qu'on a créé c'est ce qu'on veut créer au travers de cet événement En tout cas, année après je année. vous félicite et vous avez mon accord de principe pour y participer à plusieurs égards. Non seulement la thématique pour laquelle vous m'invitez me plaît, la diaspora et le retour au pays, au bercail. Ensuite, l'idée même de rassembler, je dirais, tout, tout l'écosystème africain. Et le troisième, c'est le fait de faire un tel événement par la billetterie, en n'étant pas, je dirais, dépendant de telle ou telle entité. C'est autant de choses qui vous rendent indépendant et qui donnent une certaine respectabilité à votre événement. Encore qu'il n'y a pas de mal à être sponsorisé. Dans tous les cas, lorsque je vois des gens comme vous, lorsque je vois des initiatives comme les vôtres, moi je me dis qu'il y a de l'espoir. Je me dis véritablement que l'Afrique est en train de changer. Croyez-moi, il y a 30 ans, ça n'existait pas, ce que vous êtes en train de faire. Il n'y en avait pas. Soit de mémoire de quelqu'un qui a vécu longtemps à l'étranger, je n'ai pas souvenir de ça. Et c'est vrai que aujourd'hui, des événements comme ça montrent qu'il y a une nouvelle génération de jeunes qui croient en l'Afrique, qui ont du potentiel, qui ont des valeurs, qui ont des principes, qui ont le souci de l'excellence. Et vraiment, je voudrais vous féliciter pour ça. Et on a fait notre podcast dans un studio où je me suis rendu compte que la plupart des employés de ce studio sont venus nous écouter. Et je voudrais les saluer, je voudrais leur dire que j'espère que j'ai été à la hauteur de ce qu'ils voulaient entendre. Et je voudrais dire à ce jeune homme de 26 ans, parce qu'il a l'âge de mes enfants, il est même plus jeune que mes enfants, je voudrais lui dire que lorsque je l'ai écouté, qu'il m'a parlé de son initiative de créer un studio, eh bien, ça m'a beaucoup, 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 beaucoup plu. Et je voudrais lui dire à ce jeune homme qui est là, qui est en face, qui nous regarde, qu'aujourd'hui, c'est un studio à dimension humaine. Et la crainte que j'ai, c'est que demain, ça devienne un studio de renommée internationale. En tout cas, c'est la plus belle chose que je lui souhaite. Et je voudrais vous remercier, je voudrais te remercier de m'avoir permis de passer ce moment. On n'a même pas vu le temps passer. Et je dis longue vie à tout ce que tu fais. Amen. Merci beaucoup, C'est moi. Régis. Et merci au studio. Merci beaucoup.